faire mes recherches, je vais écouter le son, je vais voir comment ça stream. Pas obligé d'avoir beaucoup de stream ou quoi que ce soit, hein, mais je vais regarder, ok, sur son Insta, sur TikTok, si genre il y a des likes, si sa communauté elle est engagée, si les gens ils commentent, si les gens, qu'est-ce qu'ils disent, je vais aller lire les commentaires, de mes commentaires, ok, c'est chaud. Je vais analyser en fait tout. Tu vois, et moi je prends pas ça comme de l'analyse, je prends ça comme un jeu, parce que j'adore ça. Mais en vrai, si je suis, moi je dis toujours ah vas-y, je travaille pas et tout, mais en vrai, je passe ma vie à analyser. J'analyse tout dans la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Career Stories. Mon nom est Lucas Silva Edwards et en tant que coach carrière spécialisé dans les métiers du luxe et de la mode, je vous accompagne dans la construction de votre parcours et transition professionnelle au sein des industries les plus compétitives au monde. Une industrie où j'ai exercé pendant plus de 10 ans en tant que vendeur, chef de produit, coordinateur studio et plus récemment responsable du style homme au sein du bon marché Rive Gauche. Pour vous aider, j'interviewe chaque semaine des professionnels du secteur de la mode et du luxe à différents moments de leur carrière. L'objectif étant de décoder les stratégies et tactiques qui leur ont permis de réussir ainsi que les apprentissages qu'ils ou elles ont pu acquérir à travers les différentes expériences professionnelles. Mon ambition est que vous trouviez dans chacune de ces conversations de nouvelles sources d'inspiration qui vous permettront de mieux construire votre parcours professionnel dans l'univers du luxe et de la mode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moriba Kone. Moriba est le fondateur de l'État de la culture où il analyse plusieurs fois par semaine ce qui se passe dans l'univers de la mode, de la musique, du gaming et de la culture dans sa plus grande diversité. Présent sur Instagram et TikTok, il a su réunir en quelques mois une belle communauté grâce à son franc-parler, la pertinence de son point de vue et sa capacité à rendre la culture accessible à tous. Ce qui rend le profil de Moriba si intéressant, c'est la large diversité de ses projets. En parallèle de l'état de la culture, il est également le marketing et culture manager de la marque Daily Paper, une marque de streetwear basée à Amsterdam qui ancre son univers dans la richesse créative de la diaspora d'Afrique noire. Dans cette conversation, Moriba fait preuve d'une grande vulnérabilité et transparence et revient sur ses origines, ses influences et sur son parcours professionnel. Un parcours riche et varié qui l'a amené à mixer avec Virgil Abloh, rencontrer Pharrell Williams, confonder une marque de mode et réaliser le documentaire Les Titulaires, produit par Yard. Cet épisode me tient beaucoup à cœur, car Moriba est un ami. Nous nous sommes connus sur les bancs de l'école. Mais c'est durant les 3-4 dernières années que notre relation s'est renforcée, lorsque Moriba a fait appel à mes services de coaching à un moment clé de sa carrière. J'ai donc eu l'opportunité de voir Moriba évoluer, mûrir et se développer. J'espère que cette conversation vous donnera la confiance de poursuivre vos projets et à croire en vos rêves. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Moriba Kone. Psst, si vous aimez ce podcast et que vous écoutez les épisodes chaque semaine, inscrivez-vous et n'hésitez pas à liker et commenter. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire découvrir le podcast et de faire grandir notre communauté. Donc allez-y, ne soyez pas timide et mettez-nous 5 étoiles. Salut Moriba, comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ah, ça va. Je suis content de t'avoir. Ça fait un moment que je m'étais dit, il faut que j'ai Moriba sur cette première saison du podcast, pour plusieurs raisons. Parce que quand je pensais à toi, en fait, il y avait 4 grands mots qui me faisaient penser à toi. Il y avait le mot ambition, il y avait le mot charbon, et tu vas nous expliquer ce que tu veux dire par là. Le mot connexion et aussi le mot humilité, qui était vraiment important pour moi. Et c'était vraiment comme ça que je pensais à toi. Et pourquoi je pensais en fait à ces 4 mots? C'est parce que quand on pense à ton profil, et tu vas nous parler un peu de tout ce que tu fais, il y a une très très large diversité. Aujourd'hui, si je comprends bien, tu es Culture Marketing Manager chez Daily Paper. Tu es également DJ sous le nom Moriba.
tu es le fondateur de l'État de la culture, et tu vas nous dire exactement ce que c'est, et tu fais aussi des documentaires. Donc, c'était vraiment difficile de se dire comment est-ce que en fait on va échanger avec Moriba. Et donc c'est vraiment ces quatre mots là qui m'ont marqué. Donc ambition, charbon, connexion et humilité. Est-ce que l'un de ces quatre mots te parle plus que les autres et si tu peux nous en dire un petit peu plus? Franchement, après, tu me connais très bien, donc du coup, tous les mots collent, même si aujourd'hui, je pense que je suis un peu moins humble, parce que ça va avec mes ambitions et ça va aussi avec la vision que j'essaie de faire évoluer de ma personne. Et pour passer certains steps, je pense qu'il faut être un peu moins humble. Et le côté humble, c'est le côté Westaf de mes parents, etc., surtout de mon père. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment en parallèle, mais du coup comme j'évolue là-dessus, c'est pas forcément le plus que j'ai envie de mettre en avant. Celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt le charbon. Charbon connexion aussi, mais je préfère charbon parce que le charbon, ça définit ma vie, hein. Tu vois, j'ai toujours été sur plusieurs tableaux, que ce soit au niveau scolaire et projet personnel, puis travail et travail, puis des journées de 24 heures. Enfin voilà, c'est en fait charbon pour moi c'est le hustler et le hustler c'est le hustler mentality c'est ce qui m'a inspiré le plus dans ma jeunesse avec les rappeurs américains du style 50, Kanye même si c'était pas le même style de hustle euh, et voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, que le hustle a toujours été quelque chose de très présent chez toi. Est-ce que tu te souviens un petit peu qu'est-ce qui a un peu nourri ça en dehors de la musique? Est-ce que toi, dans ton environnement familial, là où tu as grandi, est-ce qu'il y a des gens qui ont marqué un peu cet esprit hustle en toi et qui ont instillé cette envie d'aller de l'avant finalement? Franchement, pas trop en vrai, hein. Je vais pas mentir, hein. Tu vois. Ah En bon? fait, le truc, c'est que mes parents, surtout mon père, j'ai su ses aventures plus tard. C'est là que, enfin, aujourd'hui même que j'en découvre encore plus, tu vois. Et je me dis, c'est juste dans mon ADN. Genre, tu sais, j'ai découvert l'année dernière qu'il a fait Bamako, Égypte à pied, tu vois, sans argent, genre en mode à pied. Il marchait, il prenait les transports mais il a pas pris l'avion, il a fait ça à pied, sans argent, donc sur le chemin, il travaillait, il a mis, je sais pas, moi, il a mis 3 ans pour aller en Égypte, pour aller faire ses études là-bas. Donc ça, c'est à 15 ans, tu vois. Donc, Ah ouais. et en gros, c'était genre la fierté du village. Donc, je pense que c'est dans l'ADN. Et ma mère, elle est vachement dans le hustle, etc., tu vois. Mais c'est quelque chose plus, moi, je dis c'est dans l'ADN parce que je l'ai pas Hmm. spécialement vu en direct. Tu vois, j'ai vu mon frère faire les trucs, taffer, se former, se reformer, changer, gagner de l'argent, etc. Mais j'ai pas d'exemple proche quand j'étais enfant ou quoi que ce soit qui a fait concrètement ce que j'ai fait dans des domaines artistiques, entrepreneurial ou quoi. Il y a pas de, il y a pas d'entrepreneur, enfin, j'avais pas de vision d'entrepreneur direct. Tu vois, même si Ouais. mon grand-père, il avait un truc de maçonnerie, etc., qui était assez solide. Il travaillait déjà avec les Chinois à l'époque. Mais même ça, je l'ai appris à pas si longtemps que ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'avais aucun modèle entrepreneurial, si je me trompe pas. Tu vois. Ok. Donc tu viens d'une lignée finalement d'entrepreneurs, de gens persévérants et qui charbonnent, quoi, comme tu dis. Et, Bah, et je sais pas si c'est vas-y. entrepreneur, mais en tout cas, bon, mon grand-père, il était, mais après, c'était plutôt le village, etc. Mais bon, on pourra en parler plus tard. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Moi, je parlais d'entrepreneuriat dans le sens où entreprendre quelque chose de grand et d'ambitieux. Et voilà, voyager 3 ans pour arriver jusqu'en Égypte, ça reste une sorte d'entreprise en tant que telle. Je suis Ce que je d'accord. trouve intéressant, c'est peut-être nous dire un petit peu, toi, justement, dans ta jeunesse, ou à quel moment, en fait, cette fibre de cette ambition, cette envie de charbonner a commencé à apparaître chez toi, et vers où elle t'allait, en fait. Hum, et bon, il y a le sport, le basket et tout. Souvent, les mecs qui font des grandes choses, ils ont été sportifs dans leur jeunesse. Mhm. Donc, il y a eu ça, même si c'était pas vraiment le hustle, je trouvais, puisque c'était vraiment de la passion.
Et d'ailleurs, ma vie est drivée par la passion et par l'amusement, le fait d'avoir du plaisir. Et du coup, le charbon, c'est plus venu. En fait, je faisais des choses, mais je ne considérais pas ça comme du charbon. Moi, dès 16 ans, je taffais. J'étais animateur. Euh, Après, j'ai commencé à taffer dans des H&M, des Zara à l'époque, quand j'avais 20 ans. Pour moi, c'était normal, en fait, si j'allais pas travailler, j'avais pas d'argent. Donc, c'était pas, pour moi, c'était même pas du charbon encore. J'ai ramené cette idée de charbon un peu plus tard, quand là, je faisais déjà des projets, qui étaient coveted et qui étaient couverts et je taffais à côté. Voilà, je faisais Uber, je faisais Hitch. Là, c'était le charbon parce que bah j'étais comme un Clark Kent. Mais au final, ça a été ma vie depuis toujours. Même quand j'étais à l'école, je faisais mes projets professionnels, enfin personnels, professionnels à côté. Et ensuite, bah quand j'ai fait mes projets par moi-même, je faisais toujours quelque chose d'autre en même temps, tu vois. Ok. Donc c'est naturel le truc de charbon et j'ai même pas de truc déterminant à part quand je faisais les Uber en même temps et tout, j'ai pas de truc Ouais. déterminant. Pour moi, c'est genre normal. C'est juste normal, c'est le quotidien, c'est ce qui doit être fait. Quand tu C'est parles ça. justement d'avoir plusieurs projets, ça c'est clairement quelque chose qui pour moi te définit. Je me souviens quand on s'est rencontrés du coup à l'école il y a une dizaine d'années, c'était voilà à ce moment-là, t'avais un blog, tu nous parlais également de musique, tu étais évidemment du coup intéressé par l'univers de la mode. Et tu mélangeais tout ça, ce qui était finalement assez peu commun à l'époque, notamment lors des études. Comment est-ce que ça s'est venu? À quel moment tu as commencé à dire, tiens, j'ai envie de démarrer des projets à moi? Quand est-ce que la mode est arrivée? Comment est-ce que tu as mélangé un peu tout ça? En fait, moi, les plus grosses évolutions dans ma vie, elles sont venues après des blessures. Donc, du coup, je faisais du basket à un niveau presque semi-pro en National 3, etc. J'étais en moins de 21 avec un temps minimum de jeu, mais je pouvais aspirer à jouer en National 3, National 2, maximum, je pense, National 1. Et j'allais faire des tests dans un autre club et je me suis blessé, rupture des ligaments croisés. Donc du coup, bah, ça m'a stoppé, opération blabla, rééducation et mentalement ça m'avait éteint. Et, euh, et généralement, quand je suis éteint mentalement comme ça, que je suis blessé, que je fais ma rééduque, etc., ça me force en fait à faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, hein, c'est que genre, j'avais déjà commencé des projets de blog, etc. avant, mais là j'ai fait un autre blog. Je me suis plus focalisé en fait sur de la musique, donc je faisais de la prod. Pendant que j'étais blessé et tout, je pouvais pas bouger, je faisais de la prod beaucoup, musicale. Et ensuite, bah, je commençais à faire Mountain Street, qui était un blog sur la culture, hype, street, fashion, couvrir un peu toutes les personnes qui sont devenues populaires dans le monde de la mode 10 ans après. Donc voilà, donc c'est souvent des ruptures, des blessures qui font que j'avance et je vais vers des nouveaux trucs. Ouais, c'est intéressant ces moments où on est arrêté quelque part et qu'on est obligé en fait de finalement se diversifier, changer totalement parce que voilà, on n'a pas nécessairement le choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es pas laissé finalement t'es pas tombé en dépression, t'as pas abandonné, tu t'es juste dit, tiens, mon énergie, je vais la placer ailleurs, et sur quelque chose finalement de totalement différent. Donc ça montre quand même déjà, encore une fois, cette persévérance qui, à mon sens, te définit. Si excuse-moi, je précise, souvent sur le C'était Dieu. début de la blessure, je suis en dépresse quand même, hein. Ouais. J'étais en mode, je me souviens, je disais ça à ma bonne pote Christelle et tout, et je lui disais, mais en fait, genre, je sais plus quoi faire de ma vie, genre, j'ai plus rien à faire de ma vie, Ok. je sais pas ce que je vais faire, et me souviens, je disais ça, et c'est marrant, tu vois, je disais ça, et après, à chaque fois, je lui disais, putain, tu te rends compte, je disais ça, et après, paf, j'ai fait ce projet, et ma vie, elle s'est chamboulée, j'ai vécu une vie de fou, mais bon, on pourra en parler après. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu as quand même senti ce moment-là. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a fait que l'énergie est revenue? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire de la prod ou de la musique? Tu te souviens quelle était un peu la façon de penser que tu avais à ce moment-là? Le déclic, je me souviens un peu à ce moment-là. Je me rappelle du déclic quand je me suis fait rupture du tendon d'Achille. Bon, on pourra en parler tout à l'heure.
Mhm. Mais quand je me suis fait les ruptures de tendon d'Achille, je sais à quel moment explicitement, enfin, je sais totalement à quel moment j'ai décidé, ok, je vais faire ça, et je les ai fait, tu vois. Alors que là, quand je me suis fait les ruptures du ligament croisé, je pense que c'était dans le processus et ça devait être sur la fin de la rééducation, je pense, parce que au début de la rééducation, j'étais gronchon. Ah, mon kiné, il était là et il me voyait, j'étais en dépresse. Heureusement qu'il était méga gentil, hein, parce que laisse tomber, j'étais éteint. J'étais éteint. Ok. Et si on avance un petit peu par rapport, donc tu parlais du blog, tu parlais de Mountain Street. C'était quoi le concept de Mountain Street et pourquoi est-ce que, à ton avis, ça a fonctionné comme ça a fonctionné à ce moment-là? En fait, le concept de Mountain Street, c'était véhiculer, parler de tout ce qui est autour de la street culture et du prêt-à-porter. Du coup, à l'époque, on disait c'était le pont entre le streetwear et la haute couture, parce Mhm. que la haute couture, c'était encore à la mode. Et c'était intéressant pour nous de faire un large pont comme ça. Et du coup, c'était ça notre moto, notre mantra. Et tout ce qui était dans ce spectre-là, bah, on allait voir, tu vois. Donc, on pouvait aller voir une expo de Daniel Arsham, Takashi Murakami, on pouvait aller voir un show de John Galliano, Sneakin dedans, Yuji Yamamoto, Walter Van Beirendonck, euh, c'était déjà pointu d'ailleurs. Et on s'intéressait, quand on voyait dans les shows, on voyait Kanye, on voyait Virgile, on allait les voir. Enfin voilà, c'était naturellement comme ça et c'était ça le concept. Et en plus, vu qu'on était trois Renois et que c'était nouveau dans le milieu de la mode, ben on faisait grave street stylé et ça nous a donné beaucoup de buzz en fait. Puis c'était la mode du street style justement, c'était le prime du street style et nous on était beaucoup street stylé. Et dans les sites les plus connus de street style, Yvan Rodic, le Sartorialiste et j'en passe. Et nous-mêmes, on repostait les street style. Donc, c'était un peu l'ancêtre d'Instagram. Donc, du coup, on était des influenceurs, en fait, avant l'heure. Et pourquoi ça a marché? Tout simplement parce que et c'est, après, je suis sorti du truc victimaire. Donc, je dis plus, ah, c'est triste, blablabla. Avant, je disais ça. Avant, je disais, c'est triste, c'est pas des Français qui nous ont donné la force. Aujourd'hui, je prends un autre discours. Ceux qui nous ont donné la force, c'est des Américains, tu vois. Mhm. Donc, une américaine qui est basée en France qui s'appelle Denise, c'est comme si c'était ma daronne et tout. Genre, limite, je lui donne trop d'amour. Enfin, voilà. Parce que c'est la première meuf qui nous a donné une opportunité dans le milieu de la mode, avec Benetton, etc. Et dans les fashion shows, c'est le premier aussi, enfin le deuxième du coup, qui nous a mis en avant, c'était Virgil Abloh. Et ils nous avaient mis sur RSVP à l'époque, galerie Facebook et tout. Et ça, genre, on avait pris une cote internationale de fou. Genre, on était connus. En fait, c'était drôle parce que on était un peu connus en France par les gens qui kiffaient la culture et tout, mais pas par le grand public. Et à l'international, les gens, ils nous voyaient genre en mode big, tu vois. Et c'était fou. On avait des anecdotes, des trucs de malade, genre, bah, Ruggy, avant, il nous suivait et kiffait trop ce qu'on faisait. Ruggy et Villassinor. Euh, et Seb Barré, un jour, il est venu nous voir, il dit, vous êtes les mecs de Mountain Street. Et les gars, je m'avais grave inspiré. Marc Moran, un mec qui était proche de Virgile, il disait, ouais, Virgile, il l'avait inspiré. C'était, enfin voilà, tu vois, et je dis ça sans prétention aucune, mais je sais que grâce à Virgile et Kanye aussi d'ailleurs, ils ont tous vu le blog en fait. Virgile, Kanye, Verbal, ils ont tous vu le blog. Verbal il nous a dit, pareil, ah, on kiffe votre blog, on avait fait un post sur En Bouche à l'époque, il y a 12 ans. Et, euh, et enfin voilà, il disait, on a kiffé, les gens ils nous en parlent. On avait une cote. C'est fou. Ouais, c'est hyper intéressant de se dire qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des household names. Voilà, tout le monde les connaît. Et il y a Mm. 12 ans, avec tes potes, tu étais là à essayer de diguer, savoir qui faisait quoi et cette notion d'international aussi qui vous a permis d'avancer. Justement, cette notion de international, il y a cette culture du hustle qui est beaucoup plus internationale finalement que en France. Euh, Est-ce que cette ambition qu'ont les Américains t'ont inspiré d'une façon ou d'une autre aussi, toi, dans tes projets, dans ta vision du monde ou de ce que tu as envie de faire dans ta vie? Ça m'a pas assez inspiré, Ok. concrètement. Ouais. Puisque eux sont, en fait, on avait un concept qui était novateur,
qui était précurseur, inspiré par Kanye, il faut pas se mentir, mais on était précurseur quand même. On faisait des mix de ce que Kanye apportait, ce que Jay-Z, on venait dans des shows avec des cardigans et des nœuds-papes et des Vans. Euh, on mettait des costumes, parfois on mettait des t-shirts en mode des t-shirts casquettes fluo. On mettait des sacs Marc Jacobs. C'était très avant-gardiste et on mélangeait vraiment comme ce qu'on disait, street et high fashion. Et du coup, euh, on était novateur, mais ce qu'on n'a pas pris en inspiration des Quinry, mais malheureusement, c'est aussi parce que eux-mêmes, ils ont construit en même temps que nous, on faisait le truc. Du coup, on n'avait pas le temps vraiment de prendre la mesure. Nous, on vivait des trucs, paf, hop, HBS, ça vient, tac. Ouais, genre, en fait, ça pop et nous, on voit ça et on dit, putain, nous aussi, il faut qu'on passe nos bails, mais nos bails, ils n'étaient pas structurés, ils n'étaient pas élaborés, ils n'étaient pas, enfin, on connaissait rien, en fait, on a tout fait au fur et à mesure et tout, et c'était difficile. Et du coup, je trouve que on n'a pas assez bénéficié de la vision ambitieuse des Américains. Moi, je le vois que aujourd'hui, tu vois. Je le vois vraiment que ces dernières années. Et parce que à cette époque-là, juste on vivait les choses, il y avait plein de trucs qui nous arrivaient. Il fallait qu'on fasse le tampon, qu'on voit, paf, on est sollicité, on est dans les trucs cool, hype et tout, nanana. On nous dit de faire des choses. Je me souviens, ma sœur, il me disait toujours faites vos bails et tout, nanana. Et nous, on était chaud. Mais en vrai, il fallait qu'on trouve un mentor. Il nous fallait ça, en fait. Et on l'a cherché, ça n'a pas fonctionné, mais il fallait qu'on ait un mentor qui pouvait pas être Virgile, puisque lui était aux États-Unis, il avait d'autres problèmes à faire, il avait d'autres jeunes à accompagner là-bas. Et il nous fallait un mentor qui nous dit, OK, vous avez cette hype-là, comment vous allez la monétiser, comment vous allez faire des produits, comment vous allez faire ceci, cela. Je dis pas que vous pouvez pas le faire nous-mêmes. C'est juste que c'est plus facile de le faire quand tu es déjà dans un environnement entrepreneurial. Mais si tu viens de rien, quand tu viens, tu fais tes t-shirts, etc. On avait fait des t-shirts Mountain Street, ça n'avait rien vendu. Mais parce qu'on n'avait pas, on aurait dû faire un design particulier. On a tenté plein de choses et, et au final, on était coincé parce qu'on avait une vitrine internationale, mais on voulait vendre en France. Les gens qui nous aimaient bien, c'était les gens hype internationaux. Et en France, les gens, ils calculaient, mais c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas la Oui, même, comment dire, importance et influence qu'Instagram. C'était différent, c'était une autre ère. Peut-être qu'à l'ère Instagram, ça aurait été plus simple pour nous. Mais bon, oui. c'est donc du coup, ouais, on n'a pas, moi je trouve qu'on n'a pas rationalisé l'ambition qui a été, qui était devant nous. Ok. Non, c'est intéressant parce que tu dis que c'était presque, vous aviez pas nécessairement le mentorat, ni les outils aussi, parce que voilà, Instagram, on peut acheter en direct, on a Shopify, on a Stripe, on a plein d'outils aujourd'hui qui font qu'on peut vendre n'importe où, depuis n'importe quel pays. Et ça, à l'époque, ça existait pas, donc c'était aussi peut-être un peu plus difficile. Et ça, justement, Mountain Street, tous ces projets, comment est-ce que petit à petit tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Parce que finalement, ça, c'était pendant tes études. Comment est-ce que t'as avancé? C'était quoi un peu tes choix, soit en termes d'études, soit en termes justement d'ambition professionnelle? Comment est-ce que tu réfléchissais à tout ça à ce moment-là? Bah en fait, moi je suis même pas un partisan de l'école, c'est ça qui est drôle. Je suis pas un partisan de l'école, j'ai fait un bac+5. C'est vraiment trop drôle. Mais du coup, j'ai continué à faire mes études en fait en même temps que mes projets. Donc du Mhm. coup, je faisais mes projets, je gagnais un peu d'argent, je taffais de par-ci par-là et je faisais mes études. Et du coup, mes études, je me suis dirigé vers une école de mode parce que j'avais été refusé d'une école de commerce. J'étais parti pour les tests d'école de commerce et j'avais foiré l'anglais de fou. Et du coup, j'étais foutu. Et après, j'ai tenté Mode Art et encore Mode Art, ils m'avaient recalé presque au début. Ils m'ont dit fais un truc comme un espèce de rattrapage à la candidature, ce qui est très bizarre déjà. Euh, mais en tout cas, bon, je suis rentré à Mode Art et derrière, j'ai enchaîné avec l'IFM, etc. Et juste, je me disais, bon, ok, la mode, ça m'intéresse. Pourquoi pas faire une école de mode en management parce qu'en créatif, c'était tendu, puisqu'à l'époque, être créa, c'était bancal un peu. Du coup, ouais, je suis parti en management de la mode et ça s'est très bien passé. C'était des années inoubliables. Enfin voilà, il y a des bourses, etc. J'ai payé, mais j'ai fait mon prêt pas by myself. Ouais. Euh, mais c'était une aventure inoubliable. J'ai rencontré des personnes incroyables.
j'ai été, j'ai eu une exposition à l'ambition incroyable. J'ai fait des plugs, ça m'a aidé à faire mes projets. Euh, et ouais, c'était ça, c'était la route que je me suis dit, que j'ai prise. Ok, l'école de mode, et à côté, je continue mes projets, je continue ma vie de Clark Kent, en fait. C'est-à-dire, je vais à l'école, je n'avais pas de lunettes, mais comme si je mettais mes lunettes, Ouais, je me prépare et je sors et je vais dans les events et tout, et je suis pas une star, mais je suis un mec, je suis un mec du jeu, tu vois. ouais, Donc, c'était drôle. ouais, c'est vrai que c'était vraiment ça qui te définissait cette capacité, voilà, à faire tes études et en même temps à déjà avoir un pied dans le monde, soit entrepreneurial, du travail ou dans, en tout cas dans l'écosystème de la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais, toi, des étudiants, des gens qui viennent, qui suivent ta carrière, ils se disent, tiens, Moriba, est-ce que je devrais aller en école ou pas? Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui? Franchement, moi, mon discours sur ça, il est pas politiquement correct. Pour moi, l'école, si t'aimes pas et que ça se passe mal, il n'y a pas besoin, il y a pas de raison de continuer. Mhm, Tu peux commencer à faire tes connexions et tes projets et commencer à travailler et te mettre sur le marché du travail et évoluer rapidement. mhm, Tu peux faire ça. Le meilleur compromis pour moi, c'est l'alternance. Et voilà, tu fais ton cursus en alternance, c'est parfait. Tu travailles, tu vas à l'école, tu apprends, tu fais tes stages, tu bosses en entreprise. T'es rémunéré, oui, paye ton école. C'est le plan parfait. Et après, si l'école ça se passe bien, t'aimes bien, ben why not? Tu peux. Mais pour moi, il faut multiplier les expériences professionnelles le plus vite possible en fait, parce que l'école ça ne t'apprend pas le terrain en fait. Tu peux ok. t'entraîner comme tu veux, tu peux faire des coups francs à l'entraînement comme tu veux, mais quand tu arrives en match, tu mets ça dans les gradins, ça marche pas. Ouais. Et toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour être sur le terrain? Comment est-ce que tu as mis ça en place dès la fin de tes études? À la fin de mes études. Ouais, justement, comment est-ce que Bah, une fois que tu as fini les études, du coup là, t'es plus en train de jongler, t'es plus en Clark Kent. Comment est-ce que tu as débuté finalement? ouais, bah après moi tout est en mode naturel, c'est-à-dire que à l'IFM bon ça se passait très bien et tout, mais quand ils avaient fait un espèce de forum où il y avait toutes les entreprises, je pense que tu t'en souviens, et il y en a ça se passait très bien, les entreprises elles venaient, ils se faisaient tous prendre en stagiaire et tout, et moi ça passait pas du tout. Et et du coup j'étais là bon merde c'est chaud, hop je faisais des petits entretiens à L'Oréal et tout, mais mon profil il est pas corporate. Je rentre pas dans ce type de boîte, je rentre pas dans une boîte en termes général. Donc, du coup, c'était plus difficile pour moi et je me suis même pas dit, c'est que j'étais avec ma copine, avec Laura, on est toujours ensemble, euh, et on se disait, oh, on veut faire un projet et tout. À l'époque, on voulait faire un, un espèce de retravailler des pièces vintage. Ce que vêtements ils ont fait quelques années après. C'est drôle. Ouais, on voulait faire ça, retravailler des pièces vintage et les revendre. Et on s'est dit, ah putain, c'est bancal, comment on va faire de l'oseille. Donc du coup, on s'est dit, ok, bon, il y a ce produit, il y a ce truc-là, on a cette idée de faire des personnalités de la mode illustrées sur des t-shirts et des produits d'appel, parce que je savais très bien que si tu veux faire un projet, il fallait beaucoup de fonds. Du coup, ben, on s'est dit, ah ok, on lance ce projet-là, Maison Scène. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu du travail directement. Et c'est avec ce projet-là que j'ai tout appris, en fait. J'ai vraiment tout appris. Et quand j'ai lancé Maison Scène, genre le mois où j'ai lancé, je pense, ou non, un mois après que j'ai lancé, j'ai trouvé mon stage en parallèle dans un bureau d'achat qui s'appelle Lambert Associates. Donc, et ça matchait bien, tout matchait bien en fait. À cette époque, c'était fast. Je faisais Lambert Associates en stage, en free déjà. Je faisais Maison Scène avec Laura et je faisais des soirées DJing avec Mountain Street. Donc c'était vraiment enfin c'était fou. Et c'était ça pareil, c'était une période de fou. Ah oui, j'ai oublié, pendant l'IFM, j'ai travaillé sur mon premier projet Maison Scène, je me souviens, on faisait toute la journée à l'IFM, enfin je faisais toute la journée à l'IFM jusqu'à 19h, 20h. Après on sortait, on allait au McDo, parce qu'on n'avait pas de thunes, et on travaillait au McDo de Ménilmontant sur Maison Scène. Ça me fait des souvenirs de fou, ça aussi. C'est fou, c'est ce que tu disais, les journées en fait, elles ont 24 heures, mais toi tu les exploites Ah, jusqu'au bout et ça a toujours oh là été là.
Là, je Et terminais les journées, là, hein. Ça, c'était je pense que c'était un des moments où je travaillais le plus, tu vois, genre, je terminais les journées. Vraiment, je faisais une journée de malade mental, genre, 8 heures, minuit, tu vois, genre. non, c'est vrai que c'est assez fou. Et justement, juste pour qu'on comprenne, un bureau d'achat, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on y fait finalement? Ouais, alors moi je suis rentré là-bas dans la stratégie digitale et tout, tu vois, c'était les boîtes un peu poussiéreuses dans le passage digital et tout, et comme moi j'avais des bases avec le blog, je les ai aidés à construire ça. Mais sinon, le bureau d'achat en tant que tel, c'est travailler avec des grands magasins du style Neiman Marcus aux États-Unis, Open Full au Canada, ça c'est l'équivalent en fait de Printemps et de Galeries Lafayette. Et en gros, il y a des acheteurs qui viennent pendant la Fashion Week et tu les accompagnes, tu leur montres une nouvelle marque, etc. Tu leur dis, OK, ça c'est bien, c'est pas bien, vous devriez peut-être commander ça, etc. Et d'ailleurs, ça se rapproche de ton ancien boulot d'ailleurs. Mhm. Et c'était du conseil un petit peu. Donc moi, j'étais au centre de tout ça, c'est-à-dire que et il y avait un petit côté bureau de tendance, on faisait un livre où on répertoriait toutes les tendances, etc. Par saison. Et du coup, ben, moi, j'étais baigné dans ça et je faisais mon truc digital, tout ça, et en même temps, je faisais mes trucs raccords, du contenu, j'apprenais tout ce qui se passait. On me disait, OK, à cette époque-là, j'avais découvert Sir Trudon, alors que c'est un truc que j'aurais pu jamais connaître, tu vois. Sir Trudon, j'ai découvert plein de marques. Euh, et en même temps, j'ai aussi découvert le business, tu vois. Genre, OK, comment tu fais une line sheet, euh, comment tu gères une commande en Asie, quand tu as 15 000 documents à faire, tout ça sur le terrain. Donc, et c'était trop bien parce que en étant là-bas, ça m'a permis d'avoir. En fait, partout où j'étais, j'ai rationalisé ça. À l'IFM, je suis sorti avec mon scène, j'ai fait un pop-up au printemps grâce à Laura Brand, qui était une étudiante de l'IFM. À Lambert, j'ai vendu mes produits chez Lon Crawford je crois que c'est à Hong Kong, ouais, ça, avec, avec le bureau, enfin voilà. Et enfin, tout truc, je l'ai rationalisé en fait. Ça, c'était vraiment, c'était fou. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, cette notion de finalement tu dis tout est très naturel chez toi et finalement une chose en entraîne une autre et c'est pas nécessairement quelque chose que tu anticipes, mais ça veut dire aussi que tu as une capacité à avoir des opportunités qui apparaissent au fur et à mesure. Et là, tu parlais de connexion. Comment est-ce que justement le fait de te connecter avec des personnes, de comprendre un peu où sont les opportunités, comment est-ce que tu as développé ça? Ou est-ce que tu l'as développé sans faire exprès? Comment est-ce que ça fonctionne un peu Moi, je l'ai développé sans faire exprès parce que de base, j'étais, moi, je suis introvert extravert, tu vois. Donc, mon profil c'est complexe. Du coup, je vais pas aller, enfin, je vais avoir des difficultés à aller vers les gens. Et c'était bien parce qu'on était trois dans le groupe et Martin, lui, il avait cette capacité d'aller, OK, il y a Kanye, bam, on va le voir, tu vois. Et moi, ça me forçait. Bah, je suis obligé, on y va, ouais, Ouais. tu vois. Et c'était sa plus grande force, je pense, et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, on a rencontré plein de gens et t'es obligé de parler, et voilà. Mais pendant très longtemps, ouais, moi, enfin, quand je connais les gens, je suis extravert, mais quand je connais pas, je suis très introvert, moi maintenant. Et du coup, c'était pas facile. Et je l'ai fait naturellement avec mon propre style, qui est que, bah, je vais pas forcer. Je vais être moi-même, tu vois, je vais rester moi-même, toujours pareil. Même truc. Je vais pas être sneaky. Je vais pas être, je vais pas faire semblant. Je vais rester pareil. Et du coup, ça a été, et ça, en fait, je suis resté pareil, en fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis resté ma personne. Et du coup, grâce à ça, j'ai des relations solides avec certaines personnes. Et à cause de ça, il y a des relations que j'ai pas gardées, en fait. Et des relations, je te pète un câble. Tu vois, genre, Virgile, si j'étais stratégique et malin, je serais comme un chacal en train de le pousser et qui me donne la support et tout. Et ça, je l'ai pas fait. Peut-être même c'est un, peut-être que même c'est un, je vais pas dire c'est un regret, mais j'aurais dû le faire. Mais j'étais pas au point. Je parlais pas bien anglais, je parlais pas fluent anglais. Euh, J'étais trop introvert, je n'osais pas parler. Je me disais, putain, on a déjà ça, c'est lourd. Nous, on vient d'Épinay, on est, wesh, tu vois. Et je trouve qu'on aurait dû plus pousser, ok, vas-y, on va boire un café, etc. Et ça, je l'ai jamais fait. Et la preuve, même avec,
encore une fois, Sarah Colette, c'est une des personnes qui a permis de développer mon business, mon premier business maison scène. Et on s'est jamais posé dans un café. On parlait toujours en mode, on se vous voyait, avec le respect, etc. Je lui ai donné beaucoup de respect, etc. Et à chaque fois que je parle d'elle, je lui donne beaucoup de respect. Mais j'étais pas buddy, tu vois. Parce que je suis comme ça, j'ai le respect et tout, nanana, et je vais pas forcer le truc. Si c'est juste la personne, je vais lui rendre l'énergie qu'elle va me donner, et, et voilà. Tu vois, et les mecs de DP, c'est mes bros, parce qu'on se connaît depuis 15 000 ans, mais je suis resté pareil. Avec eux, j'étais pareil. Paf, on se voyait, tac. Et eux, ça a cliqué parce qu'ils sont plus européens, ils restent plus connectés, t'as pas besoin de forcer, c'est naturel. Et voilà. Mais honnêtement, je l'ai pas, c'est pas quelque chose de travaillé et j'aurais peut-être dû, même si au final ça porte ses fruits à une certaine échelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ok. je suis quand même assez connecté, on va pas se mentir, mais je pense que il y a un plafond de verre que j'ai pas su briser et je suis trop resté euh, campé sur mes principes de je reste vrai, je reste entier, je reste honnête, je fais pas des coups de serpent, je suis pas opportuniste. C'est ça le mot important dans ma carrière. J'aurais dû être beaucoup plus opportuniste, honnêtement. Si je suis pragmatique, hein. Après, Ouais. évidemment, je suis bien, je suis connecté, blablabla. Mais si je suis pragmatique, j'aurais dû être beaucoup plus opportuniste. Mais après, est-ce que j'allais avoir les opportunités que j'ai aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être que ça allait être démultiplié. Je pense d'ailleurs peut-être que ça aurait pu être démultiplié. C'est-à-dire qu'au lieu de monter en escalier, je serais monté en navette d'Elon Musk. Ouais. Mais, mais c'est ce qui fait ma personne. Et peut-être que je vais essayer de faire à 40 balais, je vais manger grave à 40 balais, au lieu de le faire comme les carrés à 25 ans. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis de ta volonté de rester entier, de rester vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens une évolution là-dessus? Ou tu restes Par rapport à quoi? à justement cette notion d'opportunité, d'être opportuniste? Ouais. Est-ce que maintenant tu gardes ces mêmes principes ou aujourd'hui tu te dis, tiens, j'essaye de changer ou d'évoluer d'une certaine façon? Bah, en fait, vu que je suis resté sur ce pattern-là, après, j'aurais pu évoluer vers l'opportunisme, etc., tu vois. Mais c'est juste que là, je commence à voir l'effet boomerang de j'allais dire de ma bonté, mais c'est un peu prétentieux, de la, de, du bien que je donne aux gens, tu vois. Moi, je Mhm. pense que, voilà, dans la vie, c'est important d'être bien. Tu peux être blindé comme tu veux, tu peux faire le milliard, c'était une grosse merde. Bah, j'avoue, tu te mets bien. J'avoue, tu te mets bien quand même, on va pas mentir. Mhm. Mais, je, je, j'aspire à apporter du bonheur aux gens, apporter du bonheur, du savoir, à qu'ils soient contents. Moi, ça me fait plaisir, je suis content. C'est important dans ma vie. Je pense que c'est du fait de ma mère, qui est très dans le partage, bled, etc., aider. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et bah, j'ai le retour de ça. Moi, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, que j'ai conseillé ou qui m'ont demandé mon avis ou que j'ai juste écouté qui aujourd'hui ben, me le rendent bien. Me le rendent bien. Ok. Donc finalement, au final, le fait d'être resté comme tel, de pas avoir à chercher nécessairement ces opportunités au-delà de celles que voilà apparaissaient, finalement, elles te permettent quand même aujourd'hui d'ouvrir plusieurs opportunités, nouvelles directions, notamment grâce à toutes ces connexions que t'as créées, que t'as gardées. Donc ça met un petit peu plus de temps finalement que les ricains, mais ça commence à payer ses fruits. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de regret quand t'en parles. Ouais, mais à un moment, je disais jamais de regrets et tout, mais c'est pas vrai. Ça sert à rien de mentir. Mais j'essaye en tout cas de pas avoir de regrets particuliers, tu vois. J'essaie Mhm. de me dire, bon, bah, ok, à ce moment-là, j'étais pas prêt. À ce moment, tu vois, genre, si j'ai pas fait ça là, c'est que j'étais pas prêt, en fait. Je pouvais pas. On n'avait pas les capacités. J'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. J'étais dans un mindset de mec hype. J'étais fucked par le côté fashion, hype et tout. C'est pour ça que j'ai même envie de faire un talk dessus. Ce truc de
élitisme mode, quand tu vas arriver dans un truc fashion designer, et comme ça, ou entrepreneur de la mode, etc., t'es dans un truc un peu élitiste, et ça te fuck ton mind. Et même si moi, j'ai toujours resté terre à terre, mais quand même, je pense que j'aurais gagné à m'ouvrir plutôt comme les carrés font, où, ok, ils font les mecs pointus, aïe, blablabla, mais à côté de ça, les mecs, ils font de l'oseille, ils touchent un grand public, ils parlent à beaucoup de monde, et ça, je l'ai intégré très tard. D'accord. Donc, si je comprends bien, et corrige-moi si je me trompe, c'est le fait de avoir une image élitiste tout en étant capable d'être finalement suffisamment mainstream pour pouvoir faire un business et développer de l'argent et ne pas rester que dans la partie élitiste et ne pas toucher suffisamment de monde. Est-ce que c'est ça? C'est ça, en fait. C'est soit, dans ce game-là, c'est soit tu es méga élitiste et au début, tu fais pas spécialement d'argent ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu es méga élitiste et au bout d'un moment, tu craques le code et tu grailles à fond, Mhm. ou tu peux rester coincé et gagner. Je dis pas que je gagnais de l'argent, mais c'était pas. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus. Et ça te bloque un petit peu, surtout dans un pays comme la France, où la France, c'est un pays populaire. Les trucs niche, nanani, nanana, c'est difficile. Il y en a, ça arrive, mais c'est difficile. Même Casablanca aujourd'hui, c'est carré, c'est grand public, hein. C'est pas pointu, c'est pas Rico Hens. Donc voilà. Ah, c'est intéressant. Et si on en revient du coup à donc Maison Scène, donc tu disais tout à l'heure que vous aviez pu rentrer chez Lane Crawford, tu nous as parlé de Colette aussi, qui sont voilà des magasins hyper pointus qui voilà sont très connus dans le milieu. Qu'est-ce qui s'est un peu passé après du coup Maison Scène? Pourquoi est-ce que l'histoire c'est fini et qu'est-ce que tu as fait du coup après? Mes anciennes, en fait, ça s'est fini parce qu'on a eu peur, hein, concrètement. Genre, en gros, on faisait ça sans autorisation. Donc, on demandait pas l'autorisation des personnes sur les dessins. Il y en a qui validaient, il y en a qui validaient moins. On a eu des courriers de poursuite, ce genre de choses. Mais malheureusement pour eux, ceux qui ont porté plainte, enfin, par courrier, c'était des produits qu'ils vendaient pas. Donc, du coup, on disait, bon, bah, on a vendu un produit, ok, d'accord, salut. Et ceux qui vendaient, bah, ils nous ont laissé tranquilles en fait. Après, on s'est dit, en fait, on commençait à avoir des petits courriers comme ça et tout pour les gens qui prenaient mal, etc. Et on a eu SF Proki à un moment. En gros, on a fait un tiers TK SF Proki qui prenait bien. Le Asamob, qui est son groupe, le community manager, il avait kiffé. Il nous fait rentrer sur leur site. On fait des jeux concours et tout pour gagner des t-shirts, on rentre dans des bails, on se dit on va faire un truc en collab et tout, on part dans des trucs et tout. Paf, on reçoit un mail de Sony, je crois, ça devait être une maison disque comme ça. Oui, bon, bah, vous ne pouvez plus utiliser ça ou payer, je sais plus c'était combien à l'époque, 40 000 balles, comme ça, on a dit, vous êtes des fous. Et du coup, les mecs, ils ont pris le truc, ils l'ont mis, genre, nous, c'était un dessin, ils ont pris la photo, ils l'ont mis sur le t-shirt, ils l'ont mis chez H&M. Bam, pas cool. Euh, ouais, et du coup, j'aurais préféré que qu'on prenne, genre, bon ben, ok, d'accord, on utilise le t-shirt et vous prenez un cut de 20% dessus. Ah ouais, ok, tu vois. Mais voilà, donc on s'est dit, ok, d'accord, là, le projet commence avant à marcher. On a fait une collab avec Beams, qui était assez grosse. C'est d'ailleurs ça qui nous a fait notre premier cash flow, tu vois. Et on s'est dit, oh, bon, là, on commence à avoir des grosses commandes. Là, demain, si on fait une commande à 600 000 euros, là, on va se faire fucked up, genre. Tu vois, on commence à faire des commandes à 600 000 balles. On commence à rentrer des 1, 2 millions, 3 millions. Frérot, les gens, ils vont venir toquer, ils vont dire, rendez-nous notre argent comme Eleven Paris. Ouais. Et on voulait pas se faire fumer comme ça. Donc, on a dit, yo, on a fait notre oseille à notre échelle. C'est rien, mais pour moi, c'était beaucoup. Surtout la rentabilité, elle était bien. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on arrête là. On préfère être là tranquille, safe, et continuer, refaire des projets plus tard et tout, tu vois. Donc, du coup, ça a été comme ça. Et après ça, ben, je sais plus ce que j'ai fait entre temps.
Je continuais Mountain Street, les mix et tout. J'ai fait un duo de musique qui s'appelait Blackout. J'ai fait un projet, un EP avec. J'ai produit une rappeuse avec ce duo-là. On avait une belle équipe, on tournait. Et dans le même temps, j'ai créé Apple Core. Ouais. Du coup, Avant ma qu'on rentre deuxième sur marque. Apple Core, justement, c'est intéressant ce Ouais. que tu disais sur la musique que tu tournais. Comment, parce que tu as produit quand tu étais blessé, et du coup, Ouais. comment est-ce que la musique finalement est rentrée dans ton quotidien, dans ta vie? Parce que pour tourner en Europe, par exemple, ça, faut déjà, voilà, faire évoluer à un bon niveau. Donc, comment est-ce que ça arrivait dans ta vie et comment ça arrivait jusqu'à faire des tournées? Ouais. Tourner en Europe, c'était après sur mon EP à moi personnel. Ça, c'était D'accord. un peu après. Mais quand j'ai repris la musique, c'est ça qui est drôle dans ma vie. Et j'ai ralenti cette spontanéité, mais pour mon bien ou pas, je sais pas. Mais c'était bien ça. Genre, en gros, mon duo Blackout, il s'est fait sur Twitter. Genre, on parlait, je tweetais à cette époque, j'étais souvent sur Twitter, et on tweetait, et David, il mettait des trucs, parfois on rebondissait, et on avait les mêmes références. Et à un moment, il met un truc sur Major Lazer, je sais pas quoi, on dit, bon, il dit, vas-y, mais viens, on se pose, on va faire de la musique. Et je vais chez lui, à Argemont, là, à Épinay, on se pose, on fait une prod, éclaté au sol, mais on est comme des fous. Genre, on était comme des fous quand on l'a fait. Quand on l'a écouté après, on s'était éclaté au sol, mais on se dit, putain, genre, on peut faire un truc de ouf. Et le lendemain, paf, il vient chez WAM, on taffe, on commence à faire des prods bien directs. Tu vois, rapidement. En plus, on avait un délire ultra en avance. MHD n'était pas encore là, il n'y avait pas encore l'afro-trap, il n'y avait pas encore l'afro-pop et tout, là. Enfin, si, il y avait l'afro, il y avait l'afro-pop, pardon, en Afrique, mais il n'y avait pas ce côté mélange de trap et afro. Et on était, encore une fois, dans les premiers. Et c'est ça qui me casse les pieds dans mon parcours, tu vois. J'ai été précurseur dans plein de trucs, et c'est moi qui graille. Oui, pas manger. Tu vois, j'ai mangé, mais vite fait. Ouais. Et, euh, et ouais, et on a fait ça. Et ça a pris direct, puisque c'était nouveau en fait. Afro et tout, c'était le début de la vibe. Et on a fait notre duo, on a commencé à mixer, les yards, on a vu une artiste, Lago, que David il avait spoté, on l'a vu, on s'est bien entendu, on a fait des tracks, ça se passait bien. Et, euh, et c'était chaud. Cette période-là, elle était incroyable. Pour moi, ça, par exemple, c'est un regret, tout simplement parce que de un, je pense qu'on avait, je disais toujours ça, je pense qu'on avait avec Blackout, si on continuait, on allait être Major Laser français. C'était ça mon objectif. On allait être Major Laser français, on allait manger de l'oseille, on allait tourner, on allait faire des projets, ça allait être chaud. Et malheureusement, bah, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il y a des choses de la vie qui arrivent. Et, et aussi la rigueur. On va pas se mentir. Moi, j'étais à fond. David, parfois, il était pas rigoureux de ouf. Et c'est pas un shot. Tu vois, moi, je suis transparent. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Je dis toujours les choses aux gens. Et c'est pas pour lui tirer dessus. On s'en fout de ça. Mais à un moment, quand tu veux reach la lune, faut que ta fusée soit, faut qu'il y ait les boulons. S'il Ouais. manque deux roues, chacal, tu vas aller nulle part. Surtout que tu Donc voilà. disais qu'il y avait eu le projet avant de Mountain Street où vous étiez peut-être pas justement assez carré sur plein de choses. Donc, toi, tu vois au fur et à mesure, tu vois ce qui te manquait dans chacun de tes projets. Et donc, tu sais que, voilà, comme tu dis, il faut que les boulons ils soient tous bien alignés pour pouvoir arriver à son objectif. Et surtout, excuse-moi, je finis sur ça, mais ce qui me manquait à l'époque de Mountain Street, de Blackout et même d'Applecore, c'est que j'avais pas j'osais pas prendre le leadership réellement. Tu vois. Et en fait, non, j'osais pas assumer. Je Ok. n'assumais pas de prendre le leadership à cause de ce côté humble, etc. et blablabla, tu vois. Je n'assumais pas prendre le leadership et ça nous a fait, euh, limite, je mets le truc sur moi, en fait, parce que même si les gens, ils sont pas en mesure de faire ceci, cela, je dis pas qu'ils sont gâtés, hein, évidemment. Mais c'est juste que, si tu regardes bien, je regarde les quinries ou des projets, il y a toujours quelqu'un qui est moteur, qui va dire, on va faire ça, etc. Je dis pas que je le faisais pas. Par exemple, le tournant de Mountain Street sur la musique, c'est moi qui ai commencé à amener ça. Ok, on va faire des mix, des playlists sur Mountain Street, etc. Et ensuite, paf, on a été contacté pour faire une soirée avec Bintrill. C'est des choses que j'ai mis en place, tu vois, des mix en ligne, etc. Mais je n'acceptais pas de prendre le leadership dans le sens
organisationnel. Ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Si je réfléchis, si j'étais assez intelligent à cette époque-là, ça veut dire ok, Martin, toi, t'es fort, PR et tout, nan, nan. Enlever l'ego aussi, tu vois, il y avait beaucoup de l'ego. Mais dire, ok, toi, t'es chaud, tu connectes bien, nan, 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 frérot, t'es PR. T'es influence, en avance. Paf, toi, tu connectes avec tous les gens, tu les dis, on fait des rendez-vous, paf. Ousmane, toi, t'es créatif, t'as aussi côté commercial, tu nous ramènes des clients, paf, paf, tu vois. Et j'avais pas cette maturité, cette gamberge, cette assurance, ça, c'est ça qui m'a fucked up dans mes 20s, là. Ok. Non, c'est intéressant cette sorte de assumer le leadership, qui est pas évident, mais qui s'acquiert finalement qu'avec le temps et avec l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as évolué sur cette posture-là? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait évoluer là-dessus? Bah, ce qui m'a fait évoluer, c'est déjà les leçons que j'ai eues. Mhm. Et, euh, et maintenant, je fais très gaffe. Maintenant, je fais très gaffe quand je m'associe, etc. Moi, je suis une personne, j'aime bien quand les gens ils sont bien. Donc, du coup, je les mets à l'aise, mais parfois, ils sont trop à l'aise. Ils sont Mhm. tellement à l'aise, ils vont m'écraser, ils vont vouloir m'écraser presque. Tu vois. Et ça, maintenant, je fais vachement gaffe. Je dis, OK, maintenant, soit je fais mon projet moi, soit j'aide les autres gens à faire leur projet. Par exemple, là, des Pepper, Jeff, Hussein, Abdé, c'est leur projet à eux. Donc, je suis là. Il n'y a pas de télescopage. Il n'y a pas d'ego. Moi, j'enlève mon ego, tu vois. On me respecte, mais j'enlève mon ego. Ils sont plus jeunes que moi. Ils font un projet, ils font archi plus d'argent que moi. Mais j'enlève mon ego parce que je suis en train d'apprendre et parce que c'est mes bros et parce que c'est un projet viable. Et, et ça, j'ai appris à le faire, tu vois. Et voilà, ok, d'accord, je me mets en numéro 2, je me mets en bras droit, parce que il faut que j'évolue dans la tête. Il faut que j'arrive à passer certains steps. Et ça, j'arrive à l'accepter. Et après, en ce qui concerne mes projets personnels, maintenant, je les fais solo. Ok, solo, je fais mon équipe. Si je m'associe, c'est des joint venture. C'est plus on est des poteaux, nanani, nanana. Là, c'est joint venture, mon poteau. Les pourcentages, tac, tac, tac. Qui fait quoi? On sait on connaît les tâches, on connaît les rôles, on connaît les niveaux d'implication des gens. C'est autre chose. Tu vois, avant, c'était, hop, paf, on a des affinités, c'est cool, nanana, let's go. Tu vois. Ok. Et ça, c'était lourd. C'était lourd. C'est ce qui donnait le truc. C'est ce qui donnait que Ouais. ça prenait tout le temps. Mais ça, c'est pas viable. Si t'as pas le leadership, c'est pas viable sur le long terme. Ok. Si t'as pas le leadership, tu vois. Oui, donc c'est suffisant pour démarrer et pour donner pas une inspiration, mais une impulsion. Mais pour construire et et développer, ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même, voilà, un leadership, une organisation qui soit suffisamment marquée pour que ça aille dans la bonne direction et que tout le monde s'aligne dans cette direction. Ouais, pour moi, c'est ça. Ok. Généralement, les meilleurs modèles qui fonctionnent, c'est genre un créatif et un businessman. Ou, comme dans la tech et tout, un marketeur créatif vocal. C'est lui qui ouvre sa gueule, tu vois. Et l'autre, il est plus en background. Tu vois, Ouais. il faut ça, parce que tu peux pas être là, lui il parle, non, non, ça peut fonctionner, mais c'est très très dur. Ok. C'est rare. Moi, j'ai pas, à part des papers où ça va, mais j'ai pas d'exemple off-white tous les succès des 50 dernières années. Jacques Mus, Ray Kawakubo, c'était Adrien, Tom Ford, c'est tous pareil. C'est passé pour une raison. Ouais. Et justement, alors, après Mountain Street, donc tu nous parlais de musique, donc Blackout, et ensuite la mode est revenue en fait dans ta vie. Donc tu nous parlais d'Apple Core. Donc ça, c'est comment est-ce que c'est arrivé? C'était quoi le concept? Alors Apple Core, c'est drôle, mais en fait, c'est ça où je disais, là, avant, j'étais vraiment dans le truc, paf, je vois un truc, boum, j'y vais. Tu vois, genre, j'étais sur Insta, vraiment, c'est trop drôle, le truc, quoi. C'était la génération où c'était l'époque Youth Always Win, tu vois. C'était le prime des jeunes, ils graillaient tout, ils étaient contents, mais il faut savoir que dans la vie, ça évolue la vie, hein. Faut être prêt. Bref, c'était cette période-là. Moi, je vois ça, ok, cool, j'aime toujours la mode. Et je réfléchis à 1000 idées. Je me dis, je vais faire un Kitsune Street, ceci, cela. Plein d'idées. Je pense que tu en avais même déjà parlé à l'époque, à Rémi, à toi. Et j'avais plein d'idées de projets et tout, mais je me retenais.
Et à un moment, je vais sur Instagram et tout, je suis sur le feed, et je vois un truc de Steven, il y a écrit Youssouay. Paf, ça m'a fait comme un truc dans la tête, boum, ça a explosé. Genre, j'ai dit, yo, genre, j'ai dit, en fait, là, on va faire une association de génération entre quelqu'un qui est plus âgé et quelqu'un de plus jeune. Et là, on va ramasser tout le monde, tu vois. On ramasse toutes les générations, on va les prendre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ok, paf, ok. Je vais lui proposer qu'on va s'associer. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Mais on va s'associer. Et on aura un truc où, et c'était pas moi dans ma tête de mec qui, on m'a pas donné ma support. Je me dis, ah, moi, je vais donner la support à un de jeu et je vais le mettre au même niveau comme si on était ensemble, tu vois. Au lieu de le mettre en stagiaire ou quoi que ce soit, on va te mettre au même niveau. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, je sais pas, Hmm. encore une fois, c'est pas un shot, c'est juste la réalité. Et, et on a fait ça. Et après, on a lancé Apple Core, etc. On a cherché le nom, etc. Mais c'est parti de ça. Et je m'étais dit, ah, on fait un one shot et tout, genre on lance un drop. Et si on voit ça fonctionne bien, on continue, tu vois. Et lui, dans sa tête, il était déjà parti dans le truc, on va continuer et tout. Il avait raison d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, au début, moi, j'étais en mode, tu sais, moi, je suis vraiment comme ça. C'est recul, que c'est pas faux. Parce que je regarde, j'entends, je vois les gens qui font des business, qui font grave de l'oseille. Ils disent, frérot, fais ton truc, tu sors le truc, tu fais de l'oseille. Après, tu vois, tu fais pas plan sur la comète, collection de 50 000 pièces et après, tu vends 2 pièces, tu pleures. Tu vois. Et j'étais dans cette dynamique-là. Et c'est ça le début d'Apple Core. Paf, prélude, quelques pièces, t-shirts, chaussettes, trucs comme ça, une belle DA, paf, c'est parti. Et c'était quoi le concept du coup cette fois-ci d'Apple Core? En fait, Apple Core, c'était la. euh, C'est comme si j'avais régurgité ce que j'ai eu dans le début des années 2010, là, tu vois. Tout ce que j'ai Hmm. ingurgité dans Mountain Street. Euh, Moi, quand j'ai fait Maison Scène, je savais que c'était pour avoir un capital pour pouvoir créer notre marque déjà. J'avais déjà ça en tête. Et, euh, et c'était un peu c'était le résultat de ce pont street prêt-à-porter, mais fait à la française, française, en fait, au final, Apple Corps. C'est rien d'autre. Avec mélange de générations. La base d'Apple Corps, c'est ça, tu vois. Et dedans, après, on a instillé nos codes de nos origines, c'est-à-dire Steven, Poitiers, Antillais, moi, Épinay-sur-Seine, banlieue parisienne, et parents d'origine malienne. La marque a été infusée de ça. Et c'était ça le concept. Je sais pas si tu veux plus de détails. Quand je pense à la marque, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était aussi la campagne Nouvelle France que Bien vous aviez sûr. fait et le fait que on parlait des connexions, que du coup, il y avait cette envie de mettre en avant aussi une nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être? Ouais, bon, ça, c'est ever, hein. Jusqu'à maintenant, je continue, etc. Je donne les crédits à Steven sur ça, qu'il a bien géré la DA de la chose, pousser le truc, parce que de base, l'idée, au tout début, on voulait faire une photo avec une table de plein d'influenceurs. Ça allait déchirer aussi, ça. Genre de gens cool, des gens de divers horizons, tu vois, des musiciens, des artistes, des influenceurs, des ceci, des cela. Et on fait ça sur une table et tout, tu vois. Et après, lui, il a mis ce truc de, fiche, une personne, tac, 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 tac. Et ça, c'était lourd. Je lui donne ses crédits. C'était très, très bien. Et ce truc de pousser les nouvelles générations, pousser même les gens en général, tu vois. Moi, c'est une partie inhérente de ma vie. Je le fais tout le temps. Je le fais aujourd'hui avec des papers, tu vois. C'est même plus que pousser les jeunes maintenant. Moi, c'est pousser. C'est là que j'ai appris ça aussi avec Jeff. C'est pousser tous les profils que j'aime bien. Ça peut être un jeune, ça peut être quelqu'un de moins jeune. C'est, mais mettre sur la carte des profils qui sont différents, tu vois. Même si là, c'était pas mal de gens qui étaient cool à l'époque, mais quand même, c'était 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 multiculturel, c'était des profils qui étaient cool à l'époque, c'était cool. Non, franchement, c'était une belle campagne. Je suis très fier de cette campagne. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, que tu as toujours cette envie d'aller pousser finalement, que ce soit les jeunes ou d'autres profils, c'est toujours quelque chose qui est en toi. Et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, et peut-être qu'on pourra y revenir avec l'état de la culture, c'est aussi une façon finalement d'aller montrer toi ta curation
de choses de personnes ou de projets qui t'intéressent. Est-ce que toi, tu le définirais comme ça un peu aujourd'hui, l'état de la culture ou différemment? Bah, en fait, aujourd'hui, l'état de la culture, j'ai presque fait un bac plus basique. Je suis revenu à mes racines. Mon street, au final, c'était ça. Sauf qu'on était plus, nous, visibles, et encore, même, je suis visible dedans aussi. C'est, je suis revenu à ça, en fait, naturellement. Et aussi, c'était pour partager, en fait. Tu vois, je connais des choses. Je me suis dit, je vais pas les garder comme un crevard. Je vais les partager aux Hmm. gens. Et si ça peut les aider, tant mieux. Et par contre, quand je vais sortir un bail là, faudra soutenir parce que les travaux, c'est gratuit. Faudra soutenir. Mais voilà, c'est pas le but. C'est, moi, j'ai construit une communauté de gens comme moi qui kiffent ce que je kiffe. On débat. Moi, j'adore le débat, j'adore échanger. Donc, du coup, l'état de la culture, pour moi, c'est ma vie en fait. Genre, c'est comme si je mettais ma vie sur Internet, genre, ce que je regarde, etc. Paf, je le mets, je mets avec mon regard, mon ton, et j'envoie ça. Donc, du coup, ouais, c'est de la curation, etc. Mais en vrai, ce que c'est juste mon cerveau, paf, je l'ai ouvert, je l'ai mis sur Internet. Tu vois? Y a pas de filtre, il y a pas de, je mets même pas de, les idées que j'ai, je les envoie. Tu vois? Avant, j'étais très, faut garder les trucs et tout, nan, nan, nan. Maintenant, j'envoie. Tu vois? Exploit l'ambition, j'ai découvert ça. Paf, j'ai cherché avec tout le monde. Tu vois, demain, il y a un petit, il a 20 ans, il voit ça. Il va dire, ah ouais, grave. Ah, moi, je le fuck avec lui, il va m'apprendre ça. Bah ouais, grave. Tu vois. Et ça, c'est une passation. Il y a des petits, je pense, qui doivent s'en foutre. Ou pas, je sais pas. Mais c'est une passation, ça. Tu vois, il n'y avait pas nous, notre génération, là, les 40 ans, là, c'était des crevards. Ah, je sais rien. Il n'y a pas la force. Bah, nous, on n'est pas comme ça, tu vois. Ouais, il y a toujours, pour moi, il y a toujours cet exemple de Virgile lorsqu'il fait son premier défilé chez Vuitton et qui poste You can do it too. Et il y avait Mais, vraiment cette idée, voilà, tu sais, lui, il parlait souvent d'ouvrir les ponts et d'ouvrir hum, les portes pour ceux qui arrivaient derrière. Et moi, je retrouve dans ce que tu dis quelque chose de similaire, de continuer en fait à ouvrir les portes de notre industrie, qui est pas toujours si facile, qui est mhm. parfois assez mystérieuse, qui est aussi, comme tu disais, remplie de hype. Mais après, il y a plein de petites notions, voilà, de savoir qui doivent être acquises au fur et à mesure de l'expérience. Mais parfois, c'est bien si on nous les donne aussi, on nous donne quelques codes avant pour mieux comprendre, quoi. Bah oui, c'est ça. Tu vois, moi, je donne les codes, j'ai un parcours, je suis dans ce game-là depuis assez longtemps pour le comprendre. Je dis pas que j'ai la science infuse, évidemment que non, puisque je demande l'avis des gens. Donc les gens, ils me donnent leur avis, et parfois j'ai des trucs pertinents. Les gens, ils m'apprennent des trucs. Surtout sur TikTok, by the way. Sur TikTok, les gens, ils m'apprennent des trucs. Ils me disent des nouveaux rappeurs, ils me disent des nouveaux artistes, des nouvelles marques. J'apprends plein de trucs, moi aussi. Donc c'est un échange. C'est un échange. Et parfois, les gens, paf, ils disent, ah, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis ceci, je suis cela. Toujours assez cordial. Et si les gens ne veulent pas être cordial, moi, je vais les casser, parce que là, il n'y a pas encore, j'ai pas 100 000 followers, donc je peux répondre à tout le monde. Mais voilà. Et j'adore ça, je kiffe. Et je pense que c'est un truc qui peut aller très loin. Oui, justement, c'est quoi un peu on parlait d'ambition tout à l'heure. Ce serait quoi un peu ton ambition là aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois un peu ton avenir, la suite, l'état de la culture, Sur l'état de la culture seulement ou en général? là où tu as envie d'aller? Qu'est-ce que toi Bah tu as là, envie de faire? ouais. Moi, je vais continuer à travailler avec les bros de Daily Paper parce que c'est un peu mes clients historiques et c'est un beau projet et je pense qu'ils peuvent s'imposer sur 20 ans, 30 ans comme un suprême, comme un palace. Ouais. Donc, du coup, pour moi, moi, j'estime que c'est la marque européenne version African Heritage la plus puissante en Europe aujourd'hui Mhm. en street lifestyle. Donc, Ouais. ouais, je continue à bosser avec eux, développer le truc et tout, marché francophone, tout ça. Et Donc qu'est-ce que tu ça, fais justement voilà. avec eux avant peut-être d'aller sur ton ambition? Qu'est-ce que tu fais avec eux et comment est-ce que c'est arrivé? Parce que tu me disais que tu les connaissais depuis très longtemps, Ouais, mais du coup comment c'est arrivé et qu'est-ce que toi tu fais chez eux? comment c'est arrivé? Bah, c'est très simple. Moi, je les connais depuis 12 ans. Ils faisaient un blog en même temps que le mien à l'époque. Et du coup, ils ont commencé à lancer leurs produits, etc. Moi, j'avais même les tout premiers t-shirts, les toutes premières casquettes et tout. Et j'ai vu leur première collection en store à Paris.
Enfin, voilà, tu vois, j'ai suivi le truc depuis le début, on raidait ensemble tout le temps, je mixais pour eux, on faisait des soirées ensemble, enfin voilà, plein de trucs. Et du coup, j'ai développé une relation proche avec eux et ils suivent ce que je fais depuis des années, notamment Apple Core. Et je sais qu'Apple Core, ça les avait beaucoup marqués, surtout Jeff, même inspiré parfois. Donc, du coup, déjà ça. Et après, pendant le confinement et tout ça, moi, je commençais à faire mes contenus. C'était pas encore l'état de la culture, c'était la V1. Et, et je commençais à faire le docu sur le reset de sneakers et tout ça. C'était dans mon seul, en gros. Et Jeff, il m'a contacté. En plus, moi, justement, je pensais à les contacter et me dire, OK, je vais me positionner et tout, voir ce que ça peut donner. Et paf, il m'appelle. C'est un truc de fou. Et il me dit, OK, on cherche quelqu'un pour le marché français, genre pour faire du energy marketing de base, c'était. Energy Ok. marketing, donc c'était les postes comme chez Nike où tu développes des projets marketing influence qui sont liés comme ça. Et voilà, donc moi, c'est ça mon taf. Mais après, je l'ai élargi parce que je suis un putain de slur. Donc, du coup, je rajoute sur les choses. Et puis même, mes tâches de base, c'était identifier les personnes avec qui travailler, donc les artistes, les acteurs, les sportifs, tout ce que tu veux. Et ensuite, identifier les personnes avec qui produire des, 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 des formats, des contenus. Donc, du coup, les réals, les photographes, les mannequins, etc. Voilà, ce qu'on a mis en place déjà. Et ensuite, c'était développer le côté presse. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément important. C'est pas mon truc essentiel. Concrètement, je préfère largement développer avec l'influence et les vraies personnes. Et voilà. Et voilà, c'est ça mes missions. Et moi, au-delà de l'influence, moi, je dirais, c'est du marketing créatif. Voilà, créer des moments pour la marque. C'est-à-dire, habiller PNL pour leur Bercy, faire la DA de la cover de Chacola, en Daily Paper, faire la fête de la musique, faire la curation avec Jeff. Voilà, c'est ça mon taf. Donc c'est large. En fait aujourd'hui, Daily Papers, c'est pour ça que je kiffe. J'ai l'impression que je fais comme si j'avais ma marque sans le design. C'est le seul truc qui manque. Tu vois, parce que j'ai l'aspect collab, donc je peux interférer dans le design, mais c'est pas mes idées directement qui viennent comme sur Apple Core ou d'autres projets. Voilà. Mais Ok. Et c'est intéressant ce que tu dis d'essayer de repérer finalement les gens qui vont être les plus pertinents pour la marque. Là, si on rentre un peu dans le concret, comment est-ce que tu travailles au quotidien? Est-ce que tu passes du coup beaucoup de temps sur les réseaux? Est-ce que c'est l'accumulation de toutes tes années à savoir qui est qui? Comment est-ce que tu contactes ces personnes-là? À quoi ça ressemble un peu le quotidien de GDP? en fait, mon quotidien, il est simple. En fait, c'est un mélange d'accumulation. Donc, du coup, l'accumulation, je connais pas mal de monde, etc. Je connais les tendances, etc. Enfin, voilà. Mais par contre, le plus important, c'est la curiosité. Du coup, c'est parce que je suis curieux que j'arrive à toujours spot les nouveaux gens, etc. Tu vois. Et ce qui est cool avec Daily Paper, c'est que ça peut me donner un frame plus large. Avec Apple Core, c'était beaucoup plus niché, mais c'était très accurate. Daily Paper, c'est accurate, mais ça touche beaucoup plus un truc plus large. Et j'adore ça. Et c'est pour ça que je travaille avec eux aussi, notamment. Hein, c'est parce que je voulais ça. Et voilà, donc ouais, je suis sur les réseaux et tout. J'y suis même. Les gens, ils disent toujours, ouais, ah, vas-y, j'arrive pas, je suis addict aux réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai l'impression que je dois me forcer pour voir les trucs, tu vois. Parce que moi, je regarde beaucoup YouTube, mais parfois, il faut que j'aille voir sur Instagram, me revoir les nouveaux trucs, etc. Mais bref, moi, comment ça se passe, c'est que je vais être là, je vais être sur les réseaux. Dès que je vois un profil qui m'intéresse, pas, je note boum, je note, tac, je note et je reviens et je fais une liste, je gonfle le truc et je reviens après derrière. Ok, lui, ça peut être un photographe intéressant, un réel intéressant. Lui, il peut faire une pub. Lui, il peut faire un modèle. Lui, il peut être influenceur. Lui, il peut coller avec la collection SS23. C'est un Marocain, rappeur. Elle, c'est une Eurobeu, elle peut coller ça. Je vais, je vais tout répertorier au fur et à mesure, tout au long de ma vie. En fait, c'est vraiment tout le temps en fait, en continu. Et je vais surtout beaucoup m'intéresser à tous les nouveaux trucs qui évoluent. Genre, je vais regarder Twitch, je vais regarder OK, qui sont les streamers cool, je vais regarder comment ils font, leur travail, je vais aller sur TikTok, OK,
Là, j'ai envie de recruter pas mal sur TikTok. Je regarde, OK, comment je vais faire pour réussir à trouver des gens qui vont fitter avec des papers. Je suis curieux. Genre là, il y a ChatGPT qui vient de sortir, je vais aller checker. Je suis curieux, c'est ça ma force en fait. Je suis curieux et je suis pas le vieux con. Tu vois, je suis toujours en mode, OK, vas-y, je veux voir. Même si je comprends pas, je vais voir. Je veux comprendre. OK. Ouais, toi, ton truc, il me paraît, je suis pas proche de ça ou je suis pas sensibilisé, mais je vais checker quand même, je vais creuser quand même. Tu vois. Et c'est Justement, ça c'est ma quoi force. les critères que tu utilises? Parce que, comme tu dis, il y a des différences de génération, il y a des différences de plateformes, il y a des Hum. différences aujourd'hui même de vocabulaire esthétique, de façon de communiquer. Comment est-ce que tu arrives à savoir, quels critères tu utilises pour comprendre si quelqu'un est pertinent, du coup? Du feeling, du feeling. Et je vais pas redire du feeling, Et du mais feeling. parce que, ouais, je vais pas redire ça parce que je commence à prendre de l'âge et tu peux rester toujours accurate pendant très très longtemps, même peut-être toute ta vie, Mhm, mais il faut aussi réfléchir, tu vois. Et moi, je mhm, prends beaucoup en considération les gens qui me font des retours, ok, je sais pas, je vais partager un truc. Là, par exemple, il y a Lucas Baba, je crois, sur Insta, ou je sais plus c'est quoi, mais il me disait, ouais, il me disait, c'est cool, t'as mis Niska, Koulibi, les deux générations, blablabla, je dis grave. Il me dit, mais tiens, check ces nouveaux rappeurs, underground, blablabla, il m'a donné quelques noms et tout, nanana, et je vais sur Twitter, je tombe sur une extra plume. Bon, j'ai pris la liste, moi, j'ai pris sa liste, j'ai pris la liste, j'ai tout écouté. Enfin, j'ai écouté un tiers, bientôt la moitié. Donc, du coup, je check même si je connais pas, je check. J'écoute, je vois leur Insta. Ok, tac, c'est ça. Lui, il est petit, lui, il est grand. Lui, j'aime bien. Lui, j'aime pas. Lui, je trouve que ça peut être un potentiel, même si j'aime pas de ouf. Tu vois? Et je vais avoir cette lecture-là. Je vais avoir cette lecture-là de écouter les gens écouter les gens ce qu'ils disent. Tu vois? Et ensuite, moi, après, derrière, aller faire mes recherches. Je vais écouter le son, je vais voir comment ça stream. Pas obligé d'avoir beaucoup de stream ou quoi que ce soit, hein, mais je vais regarder, ok, sur son Insta, sur TikTok, sur son Insta, si genre il y a des likes, si sa communauté elle est engagée, si les gens ils commentent, si les gens, qu'est-ce qu'ils disent, je vais aller lire les commentaires, des vidéos qui pop, je vais la regarder, ok, sur YouTube, il y a 2000 commentaires, ok, c'est chaud, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent dedans, est-ce qu'ils disent que des trucs de con, ou est-ce qu'ils disent, tu vois, je vais analyser en fait tout, tu vois, et moi je prends pas ça comme de l'analyse, je prends ça comme un jeu, parce que j'adore ça, mais en vrai, si je suis, moi je dis toujours, vas-y, je travaille pas et tout, mais en vrai, je passe ma vie à analyser. J'analyse tout dans la vie. Même je vais au Soho House, j'analyse les serveurs, j'analyse le mec qui s'occupe de l'entrée, le chef de rang, le mec qui s'occupe des abonnements. Je vais voir un DJ, je vais voir quand le DJ, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et en ligne, c'est mon lieu de prédilection quand même, où là, ouais, je regarde tout, les stories, comment il parle, comment il est. Après, comme tu m'as dit, comment je commente, comment je contacte les gens, je leur envoie des directs. Moi, j'aime pas les complications, j'aime toujours le plus simple. DM, paf, je vois comment il répond, comment il parle. Sa vibe aussi peut influencer aussi. S'il a de la gamberge, il est bon enfant, si, tout joue en fait. J'ai une sensibilité vraiment artistique et humaine. Et les deux c'est très très important. Ouais, d'où l'intuition, parce que tu dis c'est un mélange Mm. entre tout ça. Si justement tu devais essayer de donner des conseils à la nouvelle génération, ceux qui veulent aller vers ce type de métier, travailler pour des marques ou pour être sur la partie influence, si tu devais structurer un peu deux, trois conseils, ça ressemblerait à quoi pour qu'ils commencent à avoir cette accumulation justement et qu'ils construisent cet instinct dont tu parles? Curiosité, se faire confiance, euh, écouter les gens. Faut pas venir juste parler. Là, c'est un podcast, donc je parle, mais faut écouter les gens de ouf. Écouter les gens, euh, se renseigner, mais ça va avec curiosité. Et Mhm. c'est tout. Après, derrière, tu vas dans ton délire, ta niche ou ce que t'aimes bien, tu vas à fond. Tu vois, tu y vas à fond. Même si personne n'écoute ça, ou personne ne connaît cette mode-là, il y a 10 personnes qui suivent ça.
Genre, je sais pas, il y a des modes, parfois, je les vois arriver, je dis, wesh, mais en fait, il faut y aller full, tu vois, faut y aller full. Faut pas aller en mode, ah, bof, je sais pas, je regarde vite fait. Non, tu vas full dans le bail et tu restes concentré. Déjà, ces éléments-là, c'est déjà suffisant. Après, chacun a son chacun. Mais curiosité, assiduité ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu suis le bail et après, tu écoutes les gens et tu écoutes les gens. Déjà, ça te fait glow up. Ok. Non, j'aime beaucoup cette idée, comme tu dis, de se faire confiance et d'aller à fond dans quelque chose et d'être curieux. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train, et moi le premier, de te dire, tiens, les gens font comme si, tiens, c'est ça la bonne méthode, le bon truc, mais au final, il y a que toi, en fait, qui a la bonne information, qui sait ce que t'aimes, qui sait ce que t'aimes pas, et au final, ton goût, ça s'affine, et c'est ça qui donne ta particularité, ton goût, en tout cas, l'esthétique, si c'est pour trouver les bonnes personnes ou pour créer ou pour designer. Donc c'est vrai que c'est toujours très pertinent en fait, je pense, de suivre quelque chose de très simple, mais d'y aller à fond. Je voulais revenir sur un ou deux éléments dont tu as parlé tout à l'heure qui, je pense, sont intéressants. Tu nous as dit qu'il y avait une autre période de blessure où finalement tu avais eu un grand changement. Et si tu peux nous parler peut-être un peu de cette partie-là. Et après, je pose la deuxième question en même temps. Il y avait cette idée après avoir créé ta première marque, tu disais, tu savais que tu allais utiliser ces fonds-là pour créer encore quelque chose. Euh, et là, j'aimerais qu'on évoque peut-être un petit peu la partie de l'éducation financière, finalement, de comprendre comment comprendre la finance d'une marque, d'une entreprise, comment soi-même gérer ses propres finances. C'est quelque chose que je t'ai vu évoluer au fur et à mesure du temps. Et je pense que ça pourrait être intéressant si tu nous en parles un petit peu. Donc voilà les deux questions. Je ne sais pas sur laquelle des deux tu voudrais aller en premier. Attends, la première, redis-moi en bref, la première. C'était sur la blessure. Tu disais que tu avais Voilà, la eu... blessure, je le dis en rapide. La blessure, en gros, je me suis fait rupture du tendon d'Achille pendant le Covid, genre sortie de Covid et tout. Je jouais au basket, j'avais vu le docu Last Dance. Je me suis dit, je vais aller tout gâter sur le terrain. J'étais grave chaud. Tendon d'Achille, j'étais trop vénère. Et j'étais trop vénère. Du coup, ça m'a fumé. J'étais pas en dépresse parce que j'étais sous tramadol et tout. J'étais bien drogué là, comme ça là. Du coup, je sais même pas j'étais dans quel état, mais j'étais pas là, bien là. Et, euh, et après, quand je me suis fait opérer du tendon, où ils m'ont refait le bail et tout, pendant l'opération où, vas-y, j'avais le pied, anesthésie, blablabla, là, à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon, là, je vais rentrer de l'oseille, c'est terminé. J'ai dit là, je vais prendre un taf. Je me suis dit ça, je me rappelle, je me suis dit direct, j'ai dit, je vais prendre un taf normal, alimentaire. Je vais faire un taf de DA et je vais faire le DJ. Voilà. Je pense 6 mois ou 4 mois après, j'ai fait les trois. Direct. Un taf alimentaire, le truc de DA, mais c'était avec DP, c'était pas de la. Si, d'ailleurs, j'avais fait de la DA avant, mais bon, j'avais fait de la DA avant, etc., avec des labels et tout ça. Mais après, DP, ça arrivait, c'était encore mieux. Et DJing. Et sur cette année, c'est une de mes années les plus performantes en termes de chiffres et tout. Tu vois, donc c'était vraiment j'ai pris cette décision, paf, et c'était vraiment une fierté. Je me suis dit, ok, j'ai dit ça, j'ai ouvert ma gueule dans ma tête, tu vois, et j'étais en train de m'opérer là, comme ça, avec mon pied, comme ça et tout, dans tous les sens, j'étais sous morphine. Et je me suis dit ça, sous morphine, j'ai tout exécuté. Ça, c'est de mes fiertés, même si je suis qu'au début, tu vois. Et d'où est venue cette idée OK, il faut que je fasse des thunes? Qu'est-ce qui a un peu En démarré fait, en fait, je peux même dire merci à Steven aujourd'hui, puisque aujourd'hui, là, même si c'était un peu relou la fin d'après corps, au final, ça m'a poussé à lire des livres de négociation, m'intéresser à du mindset, à Gary Vee, etc. C'était le moment aussi, je traînais avec Chris Iconic, c'est pour ça, souvent, je lui donne ses fleurs, parce que il m'a ouvert l'esprit sur un truc plus large, tu vois, américain, un truc de vision, etc. Et je bouffais du podcast à foison et tout. En fait, avant, j'étais pessimiste, tu vois. Je dis ça souvent aux gens. Avant, moi, j'étais quelqu'un de pessimiste. C'était OK, mais j'étais pessimiste. Ça veut dire, voilà, j'ai toujours prendre le truc en mode, ah, mais
si je dis ça, ça va pas se passer. Si je fais ça, on va louper. Si on fait ça, mais c'était en fait, c'était un pessimiste qui était de bonne, comment dire, qui était de bonne intention, tu vois. C'était ok, pas superstitieux. Ok, là, on va faire une soirée Travis Scott, faut pas que je le dise. Ah, non, non, là, c'était au téléphone des Travis Scott, je sais pas, je dise et tout, non, non, parce qu'on sait pas. Mais en fait, et j'étais pessimiste comme ça. Et à un moment, après, vers la fin d'Apple Core, je dis, eh, c'est bon. Maintenant, je vais passer en mode positif. Et c'est pour ça que j'ai fait le P. Moriba est tout positif. Ça a été le truc qui a fait, OK, à partir de ce moment-là, j'ai appelé mon projet positif. À partir de ce moment-là, je me suis gavé de podcasts, etc. Je me suis brainwashé. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, OK, moi, ma vie, maintenant, je suis positif. Et depuis, je suis positif ever, tu vois. Et ça a un peu changé ma vie. Et dans cette évolution personnelle, post-Apple Cord, où là, j'ai appris à négocier, maintenant, je suis sans pitié, je suis devenu positif, je suis devenu, comment dire, je me suis intéressé à l'indépendance financière, à comment développer ses finances, etc. Et j'ai reset-up toute ma vie, en fait. Ok, tac, là, maintenant, je touche l'oseille, je mets les impôts sur le côté direct, je prends ma part directe, et je vis avec ce qui reste, tu vois. Hop, j'ai de l'oseille, je l'investis. Ok, tac. Il faut que je fasse plus d'oseille. Il faut que l'année prochaine, je fasse le plus de chiffre d'affaires. Faut que, ok, mes gars, ils sont à ce niveau-là. Faut que j'update. Faut que je passe à un autre niveau. Faut que j'arrive à atteindre je vous donne pas des deadlines, mais des objectifs. Ok, paf. Et en plus, mes objectifs, plus j'avance, plus ils grandissent, en fait. Parce que là, je vois autour de moi, paf, les gens, ils sont en train de tout casser. Et moi, je vais pas rester là, en train de manger des croutons. Je dis pas, bon, je me mets un, mais c'est pas, pour moi, j'estime, que c'est pas la hauteur que je veux. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Je me suis mis dans ce délire, parce que j'aime pas dire mindset, mais dans ce délire de, ok, là, Moriba 2.0, tu vois. Alors qu'avant, j'étais très image, by the way. Ouais, c'est ce que j'allais dire du coup par rapport à avant. Qu'est-ce qui maintenant a changé? Donc maintenant, tu as tes objectifs financiers, donc tu as décidé de faire tes trois jobs. Au final, c'est ce mindset très positif qui t'a emmené là. Mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en dehors de ces changements et comment justement cette idée de- d'indépendance financière t'apprend de nouvelles choses finalement? En quoi ça fait évoluer on va dire la suite de tes projets, tout ça? T'entends quoi par, En fait, qu'est-ce que ce qui ça, est- ce que je trouvais intéressant dans ce que tu venais de dire, c'était que voilà, ce nouveau mindset très positif, le fait d'avoir toute l'information sur l'indépendance financière, ça a fait évoluer tes projets. Hum, Aujourd'hui, du coup, en quoi ça les fait évoluer? Est-ce que c'est dans l'ambition des choses? Est-ce que c'est sur la durée des choses? Comment est-ce que tu vois les choses différemment maintenant que tu as appris tout ça? en fait, là, j'étais en train de réfléchir et le, le truc qui a vraiment changé la donne, c'est que j'ai mieux compris le marché, en fait. Hmm. Je comprends archi mieux le marché maintenant. Tu vois, je comprends. Avant, en fait, à l'époque d'Apple Corp, pourquoi ça peut marcher aussi? C'est parce que je comprenais pas encore. Je n'avais pas encore capté. Tu vois. Ok, là, je sais. Si tu, sur une marque, si tu veux être une marque mode viable, faut que tu rentres 10 millions. 10 millions CA parce que la marge dans la mode, c'est la galère. Il faut que tu rentres 10 millions. Si t'es une marque successful, quand tu fais ton petit, tu fais ton 1 million, t'es bien. Tu peux me faire deuxième année, troisième année, tu rentres des 300 000, c'est bien. Mais faut que tu grimpes 1 million, 10 millions, les paliers. Quand tu as 50 millions, ok, là, tu commences à être une grosse boîte. Tu commences à dire, ok, on va rentrer des investisseurs. 100 millions, tu rentres dans des grosses discussions. Et tout ça, toutes ces notions-là, avant, je ne les connaissais pas. Tu vois ce que je veux dire? Dire que j'ai Mhm. fait maison scène, on a fait le projet, on a fait de la thune. Mais encore une fois, c'était comme un projet étudiant qui a marché, un projet étudiant qui a blow de ouf, tu vois. Ouais. Mais après, les réflexions où je suis aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose.
Je comprends. Tu vois, aujourd'hui, je vois une boîte, je sais que j'arrive à savoir quel chiffre d'affaires c'est. Eux, ils font peut-être ça. Ok, eux, ils font ça. Ok, Jacques Mus, ils font 200 millions. Je sais pourquoi. Paf, nan, nan, nan. Ma vision, elle est totalement différente. Et c'est ça le plus important, encore plus que l'éducation financière, etc. Ça, c'est le plus important. Parce que quand tu as compris ça, les enjeux, ils sont plus pareils. Tu réfléchis plus pareil. 100 000 euros, c'est rien. Tu vois, 200 000 euros, 500 000 euros. T'as plus, et ça, c'est pas, je suis pas décollé du sol, là, hein. C'est la réalité du marché. Ouais. C'est les- quand tu te rends compte, et c'est ça qui est dur, parce que moi, je vois des pinets et tout, nanana, il n'y a pas de, tu te dis, mais, déjà, tu te dis 100 000 euros, c'est quelque chose. Même Niska en a parlé il y a pas longtemps dans un podcast. Mais en fait, bah, c'est pas tant que ça. Et quand tu réfléchis bien, etc., tu te dis, OK, ah, en fait, c'est OK. Ouais. Dire tu fais un M, t'es pas au max, ça se trouve. À part si tu vends en direct et tout, mais si t'es en wholesale, tu vends, ils prennent leur marge. Tu prends 2,5, c'est le struggle encore. Tu vois? Et ça, c'est des choses importantes que moi, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, là, c'est les dernières années où j'ai changé de mindset et tout, c'est passé par tout un cheminement. Mais aujourd'hui, et même l'état de la culture, c'est aussi, ça me fait encore plus step up par rapport à ça et je le partage un peu. Mais c'est autre chose. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, moi, dans ma tête, je pense à Dior. Ok, Dior, combien ils font en chiffre d'affaires? Combien Balenciaga ils font? 3 milliards. Combien Byredo ils ont vendu? Ils se sont fait racheter à 1 milliard. Il a pris 300 millions, ça se trouve. 200, 500, enfin, entre 200 et 500 millions en cash net. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'avant, j'avais pas. Avant, j'étais là, ah, c'est beau, c'est stylé, la DA, c'est beau gosse, je fais un design de ouf, ah, lui, il a porté, c'est cool, ah, on a rentré 50K. Non, un autre bail, tu vois. Et voilà, j'essaie d'être décomplexé avec nos amis, mais pas trop, parce que je sais que les gens, ils sont matrixés, mais quand même, ça a vraiment changé la donne, encore plus que tout le reste que je t'ai dit avant, tu Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est souvent un sujet sur lequel qui est pas trop abordé. Et c'est ce que tu dis, c'est que si on n'a pas ces notions-là, c'est difficile en fait de faire la part des choses, notamment dans notre industrie où tout est une industrie d'image. vois. Euh, Où, comme tu disais, voilà, c'est la hype, c'est lui qui a porté ci, c'est telle campagne, c'est telle chose. Mais au final, ce qui fait qu'on devient un professionnel, c'est ses subtilités aussi dans la capacité qu'on a à analyser les choses. Pareil, nouvelle génération, selon toi, qu'est-ce qu'il devrait faire pour essayer de commencer à avoir cette intuition, ces connaissances, cette vue un petit peu plus fine de notre industrie et ne pas uniquement être voilà, ébloui par l'image. Qu'est-ce qu'ils devraient regarder et essayer de comprendre? Mais ils sont repeints parce que de leur génération, ils ont tout compris. Moi, j'adore voir la nouvelle génération, là, les Clint, les Olaolu Sloan, les mecs comme ça, même les Free Et ces mecs-là, ils s'en foutent. Eux, ils ont dépassé notre stade. Ils sont là, ils s'en foutent. Ils aiment bien le cool, blablabla. Mais eux, souvent, combien tu sais cool, là, lui, il a porté ou je sais pas quoi, là, là, mais ça vend les produits. Et ça, c'est le back to basic. On Ok. vend en direct dans notre store. On draine des communautés. C'est ça le plus important. Et de manière irrévérencieuse. Ils s'en foutent. Ou ils disent on s'en fout. Même s'il y a ce truc, il y a une stratégie aussi derrière, ils sont pas bêtes. Mais ils s'en foutent. Ok, pas de collab. Non, 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 ils se développent. Tu vois, et ça, c'est fort. Et je pense que la nouvelle génération, ils vont comprendre ça vite. Moi, ce que j'ai mis du temps à comprendre, ils vont comprendre ça vite. Ouais. Aujourd'hui, ils ont des cleans, ils ont des modèles. Les mecs, ils ont 25 ans, ils ont déjà tout pété. Les mecs, ils ont 25 ans, ils sont déjà millionnaires. Complètement. Tu vois? Donc, Écoute, c'est ouais. intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est notre génération qui finalement est à la traîne et que la nouvelle génération, eux, ils ont été déjà éduqués avec tout ça et avec les exemples que tu cites, ils ont déjà des références de leur âge qui leur montrent comment faire. Donc, c'est presque à nous finalement d'aller essayer de changer notre mindset de la même façon que toi, tu as eu ton changement de mindset pour À essayer 100%. Ok.
Et À 100%. Sauf que c'est pas tous les jeunes qui vont lire le truc. c'est Attention, ça. c'est les filous. Les filous vont réussir à lire ça. Si tu regardes ça en surface, TikTok, bam bam, là, tu vas rien capter, hein, tu vas rien faire. Mais si t'es un filou, si t'es concentré, toutes les cartes elles sont là. Si t'es concentré, tu vois. Et nous là, les gens plus âgés et encore les gens plus âgés au-dessus encore, les gars, redescendez. Moi, je suis redescendu, hein. Et moi, Clint, il a 10 ans de moins que moi, mais je regarde ce qu'il fait, il m'inspire, hein. Je fais pas le vieux con là en train de dire ouais, ah, c'est du vieux suprême. Non, 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 non. Je regarde, même acheter. J'achète pas parce que c'est relou. Parce que faut les passwords et oh, j'ai pas le temps. Mais sinon, j'allais acheter. PPSC, je regarde. C'est des petits, c'est inspirant. Ah, c'est assez. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait, justement, t'inspire chez eux? C'est ce côté irrévérencieux, c'est ce côté où ils ont déjà une sorte de business model. Euh, Qu'est-ce qui te plaît autant, en fait, chez eux, ces En fait, marques-là? ce qui me plaît autant, c'est que moi, ce que j'aurais voulu faire, mais à mon moment, je pouvais pas faire ça. Ok. C'est ça, là, t'allais te faire radier. Ils sont arrivés dans un truc où c'est cool. Parce que c'était lisse tellement longtemps que là, fallait casser, paf. Moi, je suis même pas jaloux, moi, je suis content. Quand je vois et tout, comment il parle et tout, nan, Foxy, ça, je dis, mais très bien, go ahead, tu vois. Et c'est ça qui m'inspire et c'est ça que je trouve, que je trouve bien, en fait. Je Et suis où est-ce désolé, que j'ai tu... peut-être répondu à côté de la question. Non, non, c'était exactement ça. C'était exactement ça, parce Euh, que, en fait, en t'écoutant, je me posais la question de, voilà, toi, tu as eu cette époque-là, et tu disais, voilà, vous n'avez pas eu de mentor, il n'y avait pas nécessairement les structures, les réseaux, pour pouvoir créer des communautés comme ça, parce que, bah, tu disais, hein, vous étiez avant-gardiste, aujourd'hui, c'est presque normal. Euh, Selon toi, aujourd'hui, ces marques-là, ou justement les petits qui essayent de monter, qu'est-ce qui va leur manquer peut-être pour justement structurer à un moment? Maintenant que toi, tu as un peu plus d'âge, est-ce que tu vois un petit peu qu'est-ce qui pourrait les aider pour le fait de perdurer leur projet? hum, Ça va dépendre. Par exemple, là, le Cortez, lui, il est sur le chemin pour devenir un nouveau suprême. Tu vois, il build une équipe, c'est terminé. Il est bien entouré, il met ses potes. Tu vois, lui, là, ils sont leadership direct. Et lui, juste, il met ses potes, il se fait une équipe, c'est terminé. Lui, il a Mhm. fini le jeu. Et après, en France, les PPSC ou d'autres marques comme ça, c'est PPSC aussi, il est bien parti, mais lui, pareil, il faut qu'il staff, il fasse une belle équipe, petit à petit, pas pressé, étape par étape, ça va se faire. Il garde sa communauté, là, il maîtrise, limite, il maîtrise mieux que moi. Après, il y a d'autres marques à côté, plus fashion et tout, nan, 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 où c'est plus difficile. Où là, ils sont encore sur l'ancien modèle, ils sont encore, c'est pas en plus, c'est même pas forcément une critique, mais c'est juste un fait. Et eux, plafond de verre. Beaucoup de marques de positionnement un peu fashion, créateur, comme dans la continuité Apple Core, sauf que nous, Apple Core, on avait aussi la culture. C'est ça qui nous sauvait. Mais sinon, toutes ces marques street prêt à porter high fashion là, parce qu'ils ont le plafond de verre. L'Andam, ça leur sert à rien. Bosser avec les stores, mais c'est compliqué, ils n'ont pas de grosse communauté. Tu le vois déjà, tu vois quand tu vois les commentaires, hein, il y a 10 commentaires, tu sais très bien que tu n'as pas une grosse communauté. C'est très dur pour eux, tu vois. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai pas une marque encore comme ça. Je sais très bien que demain, je peux faire une marque comme ça quand je veux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux passer sur un autre, je veux passer à un autre cap. Et pour passer à un autre cap, il faut que je revoie ma stratégie. On est en France, tu vois. Et c'est ça. Et ces marques-là, genre, plus fashion et tout, eux, mieux de build des communautés et de trouver des stratégies qui font, peut-être du buzz, que ce soit les projets à la Balenciaga ou du buzz sur en personal branding comme à Jacques Mus. Ok. C'est intéressant parce que tu dis que finalement tout sort de la communauté aujourd'hui et ça c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Est-ce que du coup pour toi ça, il y a une sorte de, quand je t'entends, il y a une sorte de, voilà, il y a les grosses marques déjà établies et ensuite les petites marques ou en tout cas avec des communautés qui grossissent et il y a un peu un trou au milieu où il y a le fast fashion. Est-ce que ça serait un peu comme ça de façon un peu schématique que tu vois le marché aujourd'hui?
T'as dit quoi? T'as dit grande maison, Ouais, fast grande fashion? maison luxe, fast fashion un peu au milieu, mainstream, et finalement après plein de petites marques liées avec des grosses communautés euh, qui permettent justement de pas se retrouver avec l'ancien format où finalement c'est assez dur d'être entre les deux, quoi. Ah, moi j'allais dire grande maison, Mhm. streetwear, Ok, communauté, ok, terre, fast fashion. Après, toutes les marques fashion, fashion niche cool, blablabla, ils sont fucked up dans le game. Tu peux avoir une marque, ou même pas une communauté ou quoi, mais dans le sens où tu parles pas, tu fais que les déchets, les beaux gosses, etc. Mais il faut vraiment que tu sois accurate as fuck et que tu aies une tendance à toi. Sinon, c'est chaud. Et c'est très, très chaud. Et c'est rare les marques comme ça qui fonctionnent. C'est des marques internationales en plus, la plupart du temps. ouais, Et c'est eux, c'est dans la pyramide que je t'ai dit là, c'est eux qui sont fucked up. Et la preuve, quelle marque designer t'as Jacquemus? ouais, No disrespect, Marine Serre, Blue Marble, blablabla, je les chote pas, mais ils struggle. Bah, Marine Serre, peut-être, elle se débrouille un peu mieux, mais c'est pas facile. ouais, C'est... donc, ouais, toutes ces marques-là. Et après, j'en parle même pas des marques en dessous et tout, genre du type de notre positionnement Apple Core ou un peu plus. Très, très dur pour elle aussi. Très, très dur. Il y a des stratégies à revoir et tout. ouais. Et c'est quoi un peu ton point de vue sur tout ce qui est Web3, métaverse et tout ça par rapport à ça, construction des marques, l'avenir un peu de la mode? Comment est-ce que tu vois ça pour la suite? Ouais, tout ce qui est de porter sur le futur, moi, ça m'intéresse toujours. Ouais, Web3, il y avait une hype de ouf là pendant le Covid et tout, mais là, c'est redescendu à mort. ouais, Et c'est peut-être pas prêt de revenir parce que là, on rentre en récession. Ça va être ouais, très, très chaud pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Et le Web3 encore pire, je pense. Ça va être très, très chaud. Je dis pas que le Web3, ça va être mort ou le NFT et tout, ça va être mort. Mais ça mhm, va pas être facile. Ça va pas être l'Eldorado comme c'était là. ouais, Donc, du coup, je pense qu'il faut prendre des pincettes maintenant. Mollo. Faut y aller mollo, tu vois. Et déjà, ça, c'est le premier truc que j'ai à dire. Et ensuite, et ouais, moi, je trouve que c'est ça. C'est que là, aujourd'hui, le Web3, truc, c'est très fragile, là. C'est très, très fragile. Il y a des gens, ils ont perdu de l'oseille. Il y a des gens, ils ont des, ils ont des avatars, miskin, les prix, ils ont été coupés en 1000 morceaux. Et c'est pas grave, c'est le jeu. ouais, Mais, faut aussi intéresser, faut pas faire le con. Faut prendre des gens qui s'y connaissent bien. Ou, tu fais ta formation de 50 000 heures et t'es carré. Sinon, là, c'est chaud. Parce que c'est pas, ça peut évoluer dans ce sens-là, mais c'est pas l'heure, là. C'est pas l'heure. Là, je regarde, les mecs qui ont des successful NFT, il y en a pas beaucoup. ouais. T'as eu Artefact, ils ont eu un petit buzz. Mais heureusement que Nike, ils ont racheté, sinon ils auraient eu chaud, là. Je pense. T'as les board ape et tout qui ont eu leur buzz. Ça va, je pense qu'ils peuvent se maintenir. Et t'as VeeFriends où ils s'étaient mis bien, mais après, là, tout le reste, c'est chaud, hein. Ok. Donc pour Il y a toi, ouais, Sora aussi qui s'était bien débrouillé. ok. Pardon. Oui. C'est ce que j'allais dire justement dans la mode, toi, pour l'instant, tu dis faire attention, garder un œil, mais faire attention, mais rester finalement sur voilà la communauté d'humain à humain, on va dire, de produits physiques, d'événements et ne pas trop construire sur cette En, partie-là. en- en fait, pour moi, tu peux construire sur ça que si tu es dans ça pour de vrai. Ouais, Dire que si 20 ans, disons que tu as 50 ans et t'es matrixé par ça, mais bon, là, c'est des 18 ans. Tu as 18 ans et tu es tous les jours sur Twitch et tu es sur Discord et tu es dans des groupes où ils te parlent de méta et, tout, et de métaverse, tout ce que tu veux. Ouais, eux, ils peuvent être dedans. Eux, ils peuvent build le truc, tu vois. ok. C'est eux, en fait. Ouais, C'est eux qui comprennent tout. C'est eux qui sont dans les groupes, là, ils se parlent, nanana. Moi, je comprends même pas. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas dedans, frère, tu peux pas faire le non. Tu peux venir, tu regardes, tu peux prendre des opportunités, mais tu peux pas, non. C'est eux qui comprennent ça pour de vrai, tu vois. Les mecs ont 16 ans, ils sont dans des discords, ils parlent ils ont des discussions que tu comprends même pas, tu vois.
Et du coup, Eux, là, ils peuvent pas les rentrer dedans, tu vois. Pardon. et, et est-ce que du coup, la mode digitale, toi, tu t'en penses quoi par rapport à ça? Est-ce que justement, c'est une mode qui pourrait exister, justement dans ces groupes, dans ces microcosmes, euh, ou pas trop? C'est quoi ton Je trouve que avis c'est dessus? difficile. C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile, moi, je trouve. Ça fait 15 000 ans, on en parle. Ça prend Hmm, jamais. Là, il y a eu un buzz vraiment, quand même. Mais ça ouais, prend pas ça a jamais pris sur le long terme, j'ai l'impression. Et il y a ok. des gens qui veulent pousser. J'ai vu Nick Knight. Il pousse pas mal sur les visuels digitaux, Web3 et tout, etc. Mais la hype, elle est même presque passée. C'est presque une tendance, en fait. Ok. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore un acteur, que quelqu'un me dise si c'est le contraire, qui s'est imposé dans la mode, en mode, ouais, là, on va rester là. En fait, merci Nike. Ouais, non, non, je te pose la question justement parce que toi, tu es au confin entre la musique, la culture, la mode, et que c'est vrai que c'est intéressant de se dire aujourd'hui, tiens, on voit toute cette évolution de métaverse, de mode digital, de NFT. On se dit, voilà, dans les 10 prochaines années, à quoi ça va ressembler, comment est-ce que la mode va se mondialise en quelque sorte, mais se digitalise aussi. Et souvent, je me dis, bah, comment est-ce que les marques vont évoluer, quelles sont les marques justement nouvelles, comment est-ce qu'elles vont se construire. Et, et au final, le lien entre les marques digitales et les anciennes marques, ça reste la communauté. C'est comment activer des gens, comment est-ce que les gens voilà, aiment le produit. Donc c'était vraiment là-dessus. Je me dis, tiens, c'est intéressant Et, d'avoir et, ton point de vue. et My Bad, heureusement, tu m'as fait penser, mais par contre, tout ce qui est jeux vidéo, skin et tout, Hmm, au marché. Moi, si j'avais là, c'est une heure de skin. ok. J'ai déjà dit il y a 4 ans aux étudiants de la Summer School, etc. Je leur avais déjà dit, et c'est arrivé après, j'aurais dit, moi là, j'aurais votre âge, je serais en train de faire des skins pour Fortnite. Je suis en train de faire des collections pour Fortnite. Et moi, je trouve que ça, par contre, ouh, il y a un gros, énorme marché. Énorme marché là, sur les jeux là, les petits kiffs là. Fortnite, je sais pas quoi là, euh, League of Legends, tous ces bails là. Là-bas, tu deviens un designer de skin, genre fashion, c'est terminé. Tu peux prendre de l'oseille à balle et tu peux faire je pense que tu peux créer un gros truc avec ça. Je sais pas encore comment, il n'y a pas encore les Ouais, vrais trucs, mais en tout cas, moi, si j'étais un kiddo là à 15 ans, je l'aurais fait ça. ok. Ouais, c'est vrai que c'est de notre génération qui avons vu le jeu vidéo évoluer et de se dire qu'aujourd'hui, bah, on peut acheter ses propres vêtements. Après, l'idée, c'est comment est-ce qu'on les met dans les différents jeux vidéo et la temporalité entre les différents univers qui est pas toujours évidente, mais je suis d'accord avec toi. Il y a hâte de voir un peu comment vont être ces tendances de vêtements, de skins digitaux au sein d'un univers et quels sont les Bah ouais, codes qui vont apparaître en fait. Donc c'est ça qui c'est est ça. hyper cool. Et exactement, les lives qu'ils ont fait, etc., tout ça, c'était des bons moves. Et moi, carrément, pendant la phase confinement, etc., j'avais acheté plus de skins que de vêtements. J'ai Ah acheté ouais, plus de skins sur League of Legends que de vêtements. ok. J'ai acheté même plus de vêtements. J'ai acheté juste des Ouais. skins. J'ai acheté 6 skins au moins, je pense. Ouais. Ouais, mais ça montre déjà, ça illustre déjà ça, c'est de se dire, bah aujourd'hui on peut, en termes de budget, on se dit tiens on va de l'un ou à l'autre, mais les deux sont équivalents aujourd'hui. Ah ben, moi, carrément, moi, je préférais prendre des skins. Tu vois? Je préférais prendre des skins. Et pourtant, moi, je suis un daron. Les kids, je t'imagine même pas comment ils sont fous. Ils ont, Ouais. Tout va dessus. Du coup, Moriba, je sens on arrive un peu à la fin de l'épisode. Là, on est en train d'enregistrer à la fin d'année de 2022. Ça va être quoi, là, 2023 pour toi? C'est quoi les projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? 2023, bah, des beaux projets avec Daily Paper, là. Il y a un beau Mhm. plan, là, pour cette année. Donc, j'espère que ça va vraiment être cool. Rentrer un deuxième client ce serait top. Ouais. Dans un positionnement mode, ce serait sympa. Euh,
État de la culture, évidemment, Ouais. régulièrement. Et vraiment, que j'arrive à bien m'organiser pour faire ça de manière régulière comme je l'ai fait les dernières semaines. Et des talks, développer les talks, peut-être des événements. Enfin voilà, faire grossir la nébuleuse état de la culture et faire grossir la vision. C'est vraiment ça le but. Et plus des projets ambitieux à côté, mais c'est ça mes trucs centraux pour 2023 pour l'instant. Bien sûr, ouais. Enfin, en tout cas, un grand merci Moriba. C'était comme d'habitude toujours riche en expérience et en échange. Et comme je disais, Avec les mots du plaisir. début te correspondent bien à l'ambition de tes projets, à ce côté charbon, voilà, avec tous les différents entreprises que tu as montées, projets, ton éthique de travail aussi. Tu nous as bien parlé de la connexion, là, l'importance de son réseau, de poser des questions, d'écouter beaucoup. Ça, c'était vraiment bien. Et bien que tu nous aies dit que voilà, l'humilité est peut-être moins le mot important pour toi, moi je l'ai quand même senti tout au long de l'épisode, parce que comme tu rends le crédit à tout le monde, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, un parcours, ça se construit aussi grâce aux autres, grâce à des rencontres, et c'est important de rendre le crédit et d'ouvrir la porte et de redonner, ce que tu disais aussi. Donc je pense que ça représentait bien cet épisode et du coup un grand merci. Ah ben, avec plaisir, hein, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, hein, tu sais très bien. Hein. Je te remercie Moriba et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un épisode 2 et voir la suite de tes aventures. Mais pour sur épisode 2 là, on passe à la vitesse supérieure, là. Wow, quelle claque! J'ai beau connaître le parcours de Moriba, je suis toujours impressionné par sa richesse et sa diversité. Je ne sais pas vous, mais ce qui m'a interpellé chez Moriba, c'est ce mélange entre une grande curiosité, une constante volonté d'apprentissage et une envie de créer et de partager sans bornes. Si nous devions résumer les grands apprentissages de cette conversation, je dirais: petit 1, le charbon. Travailler, apprendre, expérimenter le plus tôt et le plus vite possible semble être clé pour construire son parcours professionnel. L'école et les études vous ouvriront certaines portes, mais c'est vraiment votre réseau et les compétences que vous allez développer qui feront que vous sortirez du lot. Petit 2, apprendre à se connaître et repérer ses axes d'amélioration. Comprendre comment on travaille, avec qui on aime travailler, peut avoir sur le long terme beaucoup plus d'importance que le travail en lui-même. Apprendre de ses erreurs et déterminer rapidement un plan d'action pour les compenser afin d'exécuter encore plus vite et gagner en impact. Petit 3, cultiver son humilité sans pour autant perdre son ambition. Savoir quand écouter et apprendre, et savoir quand développer et construire. Tout en sachant cultiver les relations qui nous tirent vers le haut, et bien sûr, continuer à ouvrir les portes pour celles et ceux qui arrivent derrière nous. Petit 4, développer son expertise business et ne pas se laisser uniquement influencer par la hype. Comprendre le marché, analyser ce qui fonctionne commercialement et se construire une base de référence solide pour décider de quoi demain sera fait. Si vous êtes encore en train d'écouter, un grand merci pour votre temps, je suis conscient à quel point il est précieux. Si vous avez aimé cet épisode et vous voulez soutenir le podcast, inscrivez-vous sur la plateforme de votre choix et donnez-lui 5 étoiles. C'est vraiment l'unique façon de faire grandir notre communauté et de faire découvrir le podcast. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Dans le prochain épisode, qui sera de nouveau en anglais, j'aurai le plaisir de recevoir Helena Bage-Larsen, fondatrice de la marque éponyme et textile designer chez Iris Van Herpen. Un épisode rempli d'art, d'histoire et de savoir-faire artisanaux qui sortira durant la Journée internationale de la femme et rendra honneur aux femmes et à leur grande force créatrice. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.